Tout le monde a été propulsé dans un jeu de survie apocalyptique. Les gens se sont battus comme des dingues pour choisir des super pouvoirs. Je suis le seul à avoir choisi l'argent illimité. Les autres se sont foutus de moi, en disant que j'étais complètement taré. Ils disaient qu'avec la fin du monde, les billets ne seraient plus que de vulgaires morceaux de papier. Mais qu'est-ce qu'ils y connaissent, ces idiots? Les zombies ne sont même pas la vraie menace. Les vivants avec des super pouvoirs, c'est ça, le vrai cauchemar. Le bip du système a retenti, et je me suis retrouvé balancé direct avec 300 autres joueurs dans le jeu. Tous les joueurs ont été déclarés morts dans le monde réel. Si vous voulez avoir une chance de revivre, vous devez survivre jusqu'à la toute fin de ce jeu apocalyptique. Tout de suite après, il a fallu choisir notre équipement de départ. À ce moment-là, j'ai jeté un coup d'œil rapide. Les rayons étaient remplis de super pouvoirs en tout genre. Les autres joueurs se sont jetés dessus comme des bêtes sauvages. Moi, j'ai défilé direct jusqu'à la toute dernière page de la liste. Tout en bas, j'ai repéré une petite pièce d'or, avec l'inscription « Richesse infinie ». Je n'ai pas hésité une seule seconde, j'ai pris la pièce. Direct. Le délégué de classe qui est arrivé avec moi, Zoufuran, a choisi le contrôle mental. Quand il m'a vu prendre la pièce d'or, il n'a pas pu s'empêcher de se moquer, l'Inyaxi, mais t'es vraiment trop obsédé par le fric, ma parole. C'est la fin du monde, à quoi ça va te servir tout cet argent? Je n'ai même pas eu le temps d'ouvrir la bouche pour m'expliquer. Il a tourné la tête vers la plus belle fille de la classe, Chou Zanzen, et toi, Zanzen? HMPH. Moi, je peux rendre n'importe quel humain fou amoureux de moi. Même les zombies tomberont sous mon charme. Avec l'amour véritable pour me protéger. Je suis absolument intouchable. Une fois que tous les objets ont été raflés, la voix du système a encore retenti. Tous les joueurs disposent d'une année pour s'entraîner à maîtriser leur super pouvoir et terminer les préparatifs d'avant-guerre. Le mode survie par défaut sera officiellement lancé dans un an. Ce jeu ne couronnera finalement qu'un seul vainqueur. Seul le dernier survivant aura le droit de réclamer la récompense suprême. En entendant cette règle, les visages se sont décomposés instantanément. Ceux qui venaient tout juste de se mettre d'accord pour faire alliance, se regardaient maintenant avec des yeux remplis de méfiance. Dans ce jeu de survie, le mot ami n'existe tout simplement pas. Tout le monde est un ennemi. Dans la foulée, le système nous a téléportés à des endroits aléatoires de ce monde. Moi, sans perdre une seconde, j'ai tout de suite lancé mon grand plan de survie. Après avoir épluché la carte du monde entière, en plein milieu de l'océan Pacifique, j'ai fini par dénicher une petite île. Ni trop grande, ni trop petite, la taille parfaite pour construire un abri. En plus, elle était super loin du continent, comme une vraie île déserte. Elle n'était ni sur une faille sismique, ni dans un couloir d'ouragan, et il n'y avait aucun volcan actif dessus. Par contre, il y avait un grand terrain plat, naturel, l'endroit idéal pour y construire un aéroport. Le tout entouré de montagnes verdoyantes, parfaites pour servir de bouclier. Aussitôt dit, aussitôt fait. J'ai claqué 1 milliard pour acheter cette île, et je l'ai baptisée l'île de Wele. Au grand public, j'ai raconté que c'était pour un projet touristique. J'ai acheté 10 énormes bateaux de croisière. Et j'ai signé des contrats de construction avec des entreprises de PNJ. J'ai fait expédier tous les engins de chantier et les matériaux d'un seul coup sur l'île. Avec les cadres de ces entreprises, on a signé des accords de confidentialité blindés. Ils n'avaient aucune idée d'où se trouvait l'île de Wele. Dès que les bateaux y accostaient, les ouvriers ont tout de suite commencé à construire un petit aéroport. J'ai acheté 100 avions et j'ai affrété des vols pour que tous les ouvriers du bâtiment du monde entier soient envoyés par groupe sur l'île Wele. Les gars ont bossé jour et nuit sans relâche. Et pour empêcher qu'on repère l'île Wele, j'avais installé des brouilleurs à l'avance. J'ai aussi confisqué tous leurs téléphones. Sur l'île, on a bâti 10 forteresses ultra solides. Tous les matériaux étaient de la meilleure qualité, de quoi encaisser un séisme de magnitude 12. C'est fort. Forteresses étaient toutes camouflées, totalement invisibles pour les satellites. Mais bon, tout ça, c'était juste de la poudre aux yeux. La vraie forteresse de l'apocalypse est en fait planquée sous terre. Ce bunker peut résister à une frappe nucléaire, et même aux attaques biochimiques. Même des zombies capables de creuser ne pourraient pas percer ces plaques d'acier de 5 mètres d'épaisseur. Les forteresses en surface ont des passages secrets qui descendent, mais ils sont super étroits, on ne passe qu'à une seule personne. Et c'est un vrai labyrinthe. Même si un type avait une chance de dingue, et trouvait le bon chemin pour arriver devant les portes de la forteresse, il ne survivrait jamais au piège planqué tout le long.
Et si jamais un de ces passages secrets explosait, je pourrais toujours remonter par les autres. Sinon, cette foutue forteresse souterraine deviendrait mon propre cercueil. Dans ce monde post-apocalyptique, l'énergie, c'est la clé. Pour régler ce problème, j'ai installé des éoliennes, des usines marées motrices et même de l'énergie nucléaire. J'ai fait construire 5 centrales nucléaires, 2 grandes pour l'usage quotidien et une grande avec 2 moyennes en recours. Ces 3 grandes centrales et les 2 de taille moyenne sont réparties sous terre et au fond de l'océan. En bas, j'ai aussi des cuves à biogaz. Et même des générateurs à manivelle. J'ai stocké une montagne de batteries et de gazole, juste au cas où. Pour l'eau, le problème est vite réglé. J'ai installé des collecteurs d'eau de pluie et des machines de dessalement de l'eau de mer. J'ai même creusé jusqu'aux nappes phréatiques. Le système de purification peut filtrer l'eau polluée de l'extérieur pour qu'elle devienne directement potable. J'ai aussi tout un tas d'appareils pour détruire les virus instantanément, choc thermique, ultraviolet et traitement chimique. Le système de traitement des eaux usées sert uniquement à gérer les eaux sales de la base souterraine. Et comme j'ai prévu les pires inondations, les murs sont totalement étanches et les portes blindées ne laissent rien passer. Le système de drainage souterrain est ultra puissant. Les purificateurs d'air sont installés en plusieurs exemplaires pour garantir un max d'air pur sous terre. En plus de ça, j'ai stocké 100 000 bouteilles d'oxygène. Pour le cas de force majeure. Le bunker est divisé en 12 zones. Même si une ou deux tombent en rade, les autres continueront de tourner sans problème. Chaque zone a sa propre utilité. 3 d'entre elles utilisent les dernières technologies d'élevage automatisé pour les légumes, les poissons et les poules. 2 autres zones stockent assez de médocs, de bouffe et d'eau pour me tenir 10 ans. Le reste est aménagé en chambre, cuisine, salle à manger, salle de jeu, salle de sport, toilette et même une infirmerie. Quand ces foutus PNJ commençaient à se poser des questions sur mes chantiers, je les faisais taire avec des billets. Et ils bossaient encore plus dur juste pour s'en mettre plein les poches. L'argent, quoi? Je peux le balancer par les fenêtres, j'en aurai toujours trop. Je suis allé aux États-Unis pour acheter un énorme stock d'armes lourdes, dont des robots de combat mobiles et des robots furtifs. En allongeant la monnaie, j'ai même récupéré par des canaux louches de bombes nucléaires. Dans une baie, j'ai aussi planqué un sous-marin nucléaire et un avion. Le bunker sous-terrain dispose d'un tunnel qui y mène directement. J'ai engagé 2 instructeurs pour m'entraîner tous les jours à piloter le sous-marin nucléaire et l'avion. Pour éviter que les joueurs dotés de super pouvoirs ne s'infiltrent, j'ai fait installer un tas de récifs artificiels un peu au large de l'île. Dès qu'un gros bateau s'approche, il s'écrase sur les rochers et coule direct. Un peu plus près, j'ai tiré une clôture électrique tout autour de l'île. Et le long des côtes, j'ai piégé les fonds marins avec des bombes et installé des radars, capables de détecter le moindre truc qui approche pour l'abattre à temps. Dans le ciel aussi, j'ai déployé un réseau électrique géant pour empêcher les oiseaux porteurs du virus de 2e génération de se poser sur l'île. Ça m'a pris 1 an pour finaliser tout le système de défense de l'île. Bien sûr, pour embrouiller mes adversaires, j'ai aussi sorti le grand jeu en lançant des projets touristiques bidons pour que les autres joueurs ne se doutent de rien. J'ai aussi préparé quelques refuges de secours. Au besoin, je peux fuir vers n'importe quelle planque de rechange sans même prendre l'avion ni faire le plein. Après avoir viré la dernière vague de PNJ, je me suis retrouvé tout seul sur l'île. J'ai alors balancé un max de fric pour racheter la société SpaceX, et j'ai raflé les 6122 satellites en orbite pour mon compte personnel. De quoi garantir que ma connexion Internet reste tout le temps en ligne. Pendant cette année, j'ai aussi racheté toutes les compagnies aériennes et maritimes de la planète. Et lors de cette toute dernière semaine, j'ai ordonné de rassembler tous les avions et les bateaux pour les détruire. Le monde entier a cru que l'homme le plus riche avait pété un câble en détruisant tous les transports longue distance. Les PNJ disaient tous que ce milliardaire avait un grain. Seuls les joueurs ont compris que cet homme le plus riche du monde était aussi leur concurrent. L'interface de chat des joueurs a soudainement affiché une petite pop-up. Zoufuran m'a demandé. L'Inyaxi, l'homme le plus riche du monde, c'est bien toi? Il était le seul à m'avoir vu choisir l'option de richesse infinie. Je l'ai royalement ignoré. Une semaine plus tard, l'apocalypse a vraiment frappé. Les joueurs qui avaient monté leur super pouvoir au niveau max se frottaient tous les mains. Les noms et les numéros de 300 joueurs se sont affichés sur le chat public. J'étais le numéro 99, Zoufu. Ran était le numéro 100, Shuzen. Zen était le numéro 101. Système, attention, l'apocalypse a commencé. Ce jeu continuera de tourner, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul joueur.
Personne ne s'attendait à ce que la fin du monde s'abatte sur nous sous la forme d'une pluie torrent. Tielle apocalyptique. Du nord au sud, ces averses intenses et interminables ont provoqué des inondations monstrueuses, exactement comme ce déluge historique dans les mythes, frappant avec une violence inouïe. L'île du futur s'est aussi pris de fortes pluies, mais comme elle est petite, les nuages sont partis au bout de 2 jours. Je n'ai même pas eu le temps de me planquer dans le bunker souterrain. Punaise, tous ces gars avec des super pouvoirs sont complètement largués. Système, avec ce déluge gigantesque. À quoi ils servent, nos pouvoirs? Ouais, c'est grave ça. Système, tu respectes même pas les règles du jeu. Sur le chat mondial, les messages défilent à une vitesse folle. Le système a alors répondu, est-ce que j'ai dit un jour que la fin du monde serait forcément un virus zombie? D'un coup, plus personne ne disait un mot. À part moi, quand les autres sont arrivés dans ce monde, ils n'avaient presque rien en poche. Pendant toute l'année, ils ont passé leur temps à s'entraîner avec leurs pouvoirs, tout en se cassant la tête pour gagner de l'argent. Ils se sont tués à la tâche pour faire des réserves, mais leur stock était vraiment maigre. Seule une petite poignée de joueurs, qui ont utilisé leur pouvoir pour faire des trucs louches, ont réussi à se payer une villa et à construire un abri dans leur sous-sol. Le truc, c'est que quand le déluge a frappé, le premier endroit qui a été inondé, c'est le sous-sol. Toutes leurs provisions ont été foutues en l'air. Et la villa tout entière a été engloutie par les flots. Sans parler de ceux qui avaient aménagé leurs planques dans les parkings souterrains. Tout a été rempli de flotte à ras-bord. Les abris dans les étages supérieurs sont en sécurité pour l'instant, mais la pluie ne s'arrête jamais. Les joueurs n'avaient déjà pas des masses de provisions à la base, et là, en voyant leur stock s'épuiser à vue d'œil, c'est la panique générale. Pendant ce temps-là, moi, je trempais tranquillement mes tripes de bœuf dans le bouillon, tout en matant un live. Toute la pièce embaumait la bonne odeur de la fondue bien grasse. Sur l'écran, le streamer se planquait derrière ses rideaux, pour filmer en douce ce qui se passait dans l'immeuble d'en face. Il y avait un joueur en train d'utiliser ses pouvoirs pour piller des appartes. Il foutait le feu un peu partout avec ses mains. Les gars, je vous jure que c'est pas des effets spéciaux, ni un putain de cosplay. C'est un vrai mec avec des super pouvoirs. Avant, c'était le vigile de notre résidence. Et là, il est carrément en train de faire fondre les portes avec du feu. C'est déjà le 10e appart qu'il braque, je vous jure. Dans le chat du live, les messages fusaient à une vitesse dingue. Bordel de merde. Il y a vraiment des mutants dans la vraie vie. Ça veut dire que la fin du monde arrive pour de vrai? Streamer, fais gaffe. Quand il aura fini de piller en face, il va s'attaquer à ton immeuble. Appelle les flics. Vite, appelle la police. J'ai fini ma fondue, et tellement plein, j'ai lâché un énorme re de satisfaction. J'ai pris ma douche, je me suis rasé, puis j'ai repris le live. Apparemment, ce pyromane avait fini par attirer l'attention des PNJ du coin. Toute une unité du RAID a débarqué dans la résidence sur des canaux de sauvetage. Ils ont braqué leurs flingues et encerclé le bâtiment. Le streamer tremblait tellement d'excitation que la caméra sautait. Les gars, c'est la toute première fois de ma vie que je vois une vraie fusillade. Le feu de ce vigile est complètement malade. Il a fait fondre le grand portail en fer d'un seul coup. Le RAID vient de forcer l'entrée. Les tirs résonnaient dans tous les sens. Des tonnes de vitres volaient en éclats à cause des flammes. Les explosions s'enchaînaient sans arrêt. Quand soudain, une silhouette a été projetée du toit et a plongé à pic dans les eaux déchaînées. Peu de temps après, sur le chat public du jeu, j'ai vu le pseudo d'un des joueurs devenir tout gris, ce qui voulait dire très clairement que ce mec était mort. Après ça, dans mon interface de messagerie, Zoufuran est encore venu me harceler. Zoufuran, Lienxi, allez, on fait une alliance tous les deux. Zoufuran, regarde, on est dans la même classe, et nos numéros d'identification se suivent. Si on fait équipe, on est sûr de tenir jusqu'à la fin. Zoufuran, je sais que tu as vu mon message, alors réponds-moi, mec. Mes capacités de contrôle mental sont ultra balèzes. T'as pas de super pouvoir, toi, alors le moment venu, je pourrais t'aider à te débarrasser des autres joueurs. Il n'arrêtait pas de me spammer d'appels vidéo, mais j'ai continué à l'ignorer. Faire équipe avec lui? Mon œil, ouais. Pour qu'à la fin, quand on saura plus que tous les deux, il me grille le cerveau avec son contrôle mental. Et qu'il rafle la victoire tout seul? Qu'il aille se faire voir. Franchement, soit il me prend pour un idiot, soit il se surestime un peu trop. L'eau et le courant sont coupés, et les vivres s'épuisent. 3 mois d'inondation ont complètement balayé les espoirs des PNJ. Certains ont fini par craquer et se sont mis à tout casser, piller et brûler.
Les joueurs se sont fondus dans la masse pour essayer de trouver une échappatoire. Mais des pouvoirs, ça se cache comment? Ça a vite alerté les hautes sphères. Les autorités ont direct lancé des mandats d'arrêt. Quiconque se faisait choper avec des pouvoirs finissait au labo. En moins d'un mois, 30 joueurs ont disparu du chat public. Du coup, les joueurs étaient tous sur les nerfs, la peur au ventre. Chacun pour sa peau. Quant à moi, c'est comme si je vivais dans un autre monde. Je passe mes journées à me balader sur mon île, à bronzer, à vérifier de temps en temps comment poussent mes légumes, à inspecter le sous-marin et l'avion. En fin d'après-midi, petit yoga sur la plage, et le soir, grand festin de homards. Parfois, je me fais des sessions de jeux vidéo dans ma gigantesque villa, où je fais 2 longueurs dans ma piscine. L'île du futur, c'est un vrai petit paradis. Je vis ma meilleure vie, tranquillou. Mais bon, les bonnes choses ont une fin, et j'ai fini par me faire balancer. Sur le chat mondial, un mec a posté un message. Anonyme, le joueur 99 est l'homme le plus riche du monde. Il a forcément construit un abri avant la fin du monde. Il suffit de trouver le 99. Et on pourra tous survivre. Le chat, qui était mort depuis un bail, a explosé de messages en une fraction de seconde. J'avais vu les infos, je me doutais bien que le milliardaire était un joueur, mais j'ignorais qui c'était. Alors c'était lui, le 99. Ramène-toi et crache le morceau, 99. Tu te goinfres et tu te la coules douce pendant que des centaines d'entre nous en bavent. T'es vraiment une pourriture. C'est ce genre de joueur qui mérite d'être éliminé. Trouvez le 99. Et on aura la vie sauve. En avant, les gars. Butons le 99. Tous les joueurs bouillaient de rage, ils voulaient littéralement m'écorcher. Vif. Moi, je voulais juste rester peinard dans mon coin. Mais il a fallu que vous veniez me chercher des noises. Je me suis échauffé un peu les poignets. Et j'ai tapé un message sur le chat, calmez-vous tout le monde, c'est moi, le 99. Vous voulez des abris? Je peux vous en donner, mais... Mais quoi? Crache le morceau, arrête de faire durer le suspense. Si tu parles pas, on vient te chercher, on te dépouille de tout et on te bute. J'ai souri, puis j'ai continué à taper. Mais je n'ai construit des abris que dans 4 endroits, au pays Ua, au pays Piaolian, au pays Hans et au pays d'Anchui. En plus, chaque abri ne peut accueillir que 20 personnes maximum. J'ai marqué les 4 emplacements sur la carte. Vous êtes plus de 200 maintenant, tout le monde ne pourra pas rentrer. Je vous en supplie, les gars. Je vous donne les codes d'accès des abris. Premier arrivé, premier servi. Mais par pitié, arrêtez de me traquer. Dès que j'ai envoyé les mots de passe, tous les joueurs ont pété un plomb. Il suffisait de foncer vers un abri pour survivre aux inondations. Je me suis massé la nuque qui était toute raide. J'ai fermé l'interface joueur, et je me suis préparé pour aller me coucher. Je sens que demain sera encore une journée palpitante. En l'espace d'une nuit, des joueurs étaient déjà arrivés aux abris. La plupart de ceux qui se sont pointés à l'abri étaient des gars avec des pouvoirs de déplacement rapide. Construits en hauteur, impossible que les inondations l'atteignent. Dès qu'ils ont ouvert la grande porte de l'abri, c'était comme entrer au paradis. Faut dire que ces 4 abris que j'ai construits, ils en jettent un max. Il y a de tout à l'intérieur. Les congélos sont bourrés de bouffe. Le numéro 58, tout fier de lui, a lancé un direct sur le chat mondial. J'aurais jamais cru que cet abri soit aussi bien foutu. Putain, c'est le pied d'être riche. Ils étaient là, à s'empiffrer de steaks et de gigots d'agneau, en sirotant du vin rouge. La table était pleine à craquer. 12 personnes étaient déjà entrées dans l'abri. Le numéro 58 a déclaré, on a tous décidé de fermer cet abri de Huago. Les ressources sont limitées. Que ceux qui restent ne viennent plus. Les autres joueurs qui étaient encore en route, en voyant le direct, étaient tellement furieux qu'ils se sont mis à hurler des insultes. À l'extérieur, les joueurs continuaient d'affluer sans arrêt. Plutôt que de finir noyés par les inondations ou de crever de faim, ils devaient absolument s'accrocher à cette bouée de sauvetage. L'instinct de survie les poussait à tout tenter, sans se soucier du reste. Ils suppliaient ceux de l'intérieur d'ouvrir la porte pour les laisser entrer. Mais les joueurs à l'intérieur de l'abri avaient verrouillé la grande porte depuis un bail. Même si ceux de l'extérieur frappaient comme des sourds sur la porte et les murs, ou utilisaient même leur super pouvoir, impossible de faire bouger cette foutue porte blindée. Les joueurs à l'intérieur s'en donnaient à cœur joie. Quand soudain, j'ai débarqué de nulle part et j'ai lâché. On n'avait pas dit que ça pouvait contenir 20 personnes? Il ne reste pas de la place pour 8 autres? J'ai aussi un code de forçage. Même s'ils ont fermé la porte, on peut toujours entrer par un autre côté. L'entrée secrète se trouve dans le coin sud-est.
Juste en bas du mur, il y a une brique en relief. Tournez-la et la porte cachée apparaîtra. Le numéro 58, vert de rage, a hurlé, numéro 99. Arrête de foutre la merde. Les joueurs à l'extérieur ont direct foncé vers la porte secrète et ont tourné la brique en relief. Sur le mur d'enceinte renforcé, une porte cachée s'est bel et bien ouverte. Les joueurs se bousculaient comme des fous pour entrer, juste pour arracher l'une de ces 8 places. Morts de peur à l'idée de rester sur le carreau, les joueurs à l'extérieur, pour s'arracher ces places limitées, ont déclenché une énorme baston. La situation a viré au chaos total. Les joueurs à l'intérieur de l'abri ont commencé à paniquer eux aussi. Eux, ce sont surtout des types axés sur la vitesse. Leur niveau de force n'est clairement pas suffisant. S'ils ne ferment pas la porte tout de suite et laissent entrer ces joueurs avec un niveau de force élevé, ils vont finir pris au piège comme des rats. Les 2 combattants qui venaient tout juste de débarquer ont aussi compris ça. Ils se sont alliés direct pour repousser ceux de l'extérieur. Au milieu de ce bordel, sur le chat mondial, le compteur des morts s'est mis à grimper. Je me suis massé les tempes et j'ai zappé sur les caméras des 3 autres abris. La nature humaine, c'est la même merde partout. À l'extérieur des 3 autres abris, c'était aussi une boucherie monumentale. J'ai fixé froidement le compteur sur le chat. Sur aucun des écrans je n'ai pu trouver la trace de Zoufurant. Remarque, c'est logique. Comment un type comme lui pourrait aller se planquer dans un abri? Mais le hasard fait bien les choses, Zoufurant m'a envoyé un message pile à ce moment-là. Zoufurant, l'Inyaxi. Tu vois, même sans faire alliance, on bosse en parfaite symbiose. On était fait pour être dans la même équipe. T'as pas honte? Tu as balancé mon identité. Pour me jeter dans la fosse au lion. Zoufurant, ne t'emballe pas comme ça. Si j'avais pas eu cette idée, comment ces joueurs auraient accepté d'aller s'entretuer? Tu devrais plutôt me remercier de t'avoir débarrassé de tous tes concurrents. Pendant qu'on discutait, le refuge s'est déjà complètement rempli. Les grandes portes se sont fermées automatiquement. Ceux qui n'ont pas pu entrer font leur dernière tentative désespérée dehors. Et à l'intérieur, les joueurs font la fête. Ils n'ont absolument aucune idée de ce qui les attend. J'ai souri, et j'ai dit à Zoufurant, c'est vraiment dommage que tu ne sois pas dans le refuge. Sur ces mots, j'ai appuyé sur le bouton. Les 1000 tonnes d'explosifs enfouis sous le refuge se sont transformés en un océan de flammes en une fraction de seconde. Une fois l'explosion passée, le nombre de joueurs a chuté de 116. Il ne reste plus que 91 survivants. Un bon moment plus tard, Zoufurant m'a enfin envoyé un message, je t'avais sous-estimé. Je te prenais pour un intello facile à martyriser. Merci pour le coup de main, d'ailleurs. Sans toi, ça n'aurait pas été une mince affaire de rassembler autant de joueurs dans ce refuge. Désormais, les joueurs du monde entier qui avaient le plus de chances d'atteindre l'île du futur sans avion ni bateau ne sont plus de ce monde. Ça fait 1 an que je me creuse la tête pour trouver comment tous les éliminer d'un seul coup. Ces refuges sont devenus leur tombeau. Une telle explosion ne peut pas passer aux infos aussi vite. Les autres joueurs en vie n'ont aucune foutue idée de ce qui vient de se passer. Mais le fait que Zoufurant l'ait su instantanément prouve qu'il observait tout ça de loin. Félicitations, tu deviens le joueur avec le plus d'espions. Tu gagnes une récompense bonus. J'attends de voir tes exploits avec impatience. En voyant cette récompense, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Regardez bien. Dans ce monde post-apocalyptique, c'est la loi de la jungle. Les forts dévorent les faibles. Les joueurs n'ont ressenti absolument aucune peur face à la mort des autres. Ils étaient même ravis d'avoir moins de concurrents. Mais la pluie finit toujours par s'arrêter un jour. 4 mois plus tard, les inondations se sont lentement retirées. Les terres submergées sont de nouveau apparues. Le soleil s'est levé à nouveau, éclairant une terre complètement dévastée. Tout le monde a poussé un grand soupir de soulagement, croyant que la catastrophe était enfin terminée. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que les inondations amènent avec elles une épidémie. Énormément de PNJ morts ont subi d'horribles mutations. Ils avaient passé le premier niveau, le déluge apocalyptique. Maintenant, place au deuxième niveau, l'apocalypse zombie. Tu n'avais pas dit qu'il n'y avait pas de zombies la dernière fois. Retourne lire attentivement. Je n'ai jamais dit qu'il n'y en aurait pas pendant l'apocalypse. C'est vraiment très drôle. C'est pas mieux avec des zombies, finalement? Ce fameux numéro 99 n'a plus qu'à attendre de se faire massacrer. C'est enfin à notre tour de prendre le dessus. Shuzanzen m'a envoyé un message privé. Ling Yaxi. Tu n'as aucun pouvoir. Dans cet apocalypse de zombies, tu n'as absolument aucune chance de survivre. Mais si tu partages tes vivres avec moi,
Et que tu me dis où tu te caches, je peux venir te protéger. J'ai tapé un point d'interrogation, tout doucement. Shuzan. Bien sûr que je sais comment il a fait pour survivre, lui. Il s'est servi de son pouvoir de séduction pour arnaquer tous ses voisins et piquer leurs réserves. Et quand l'équipe de sauvetage est arrivée, il a été le premier à être secouru. Tout au long du chemin, en se servant de son pouvoir, en toute tranquillité, il s'est fait chouchouter et protéger sans la moindre honte, volant littéralement la chance de survie des autres. Alors que le canot de sauvetage passait près d'un immeuble à moitié sous l'eau, les pleurs d'un bébé ont résonné à l'intérieur. Les secouristes ont voulu s'approcher pour aller voir. Mais Shuzan s'accrochait au vieux type du tribunal en pleurnichant. « Monsieur, mon cœur me fait si mal, je n'en peux plus. Partons d'ici vite, d'accord ? » C'est rien, calme-toi, on s'en va tout de suite. Désolé, mais les trucs sales, ça ne m'intéresse pas. En plus, Shuzan sait très bien que je suis l'homme le plus riche. Ce n'est absolument pas une coïncidence. La crise des zombies a explosé sur tous les continents. Après avoir survécu aux inondations, voilà qu'on se tape une apocalypse zombie. Les systèmes sociaux de tous les pays se sont effondrés en un clin d'œil. Les zombies de base ne sont pas très compliqués à tuer, mais le mode de propagation du virus est d'une violence inouïe. À force de se propager en boucle, il a commencé à muter. Et exactement comme je l'avais deviné, des zombies dotés d'intelligence et d'autres avec des pouvoirs spéciaux ont silencieusement fait leur apparition. Les joueurs ont vite compris une chose, sans alliance, c'est la mort assurée. Ils ont commencé à se regrouper d'eux-mêmes, construisant des bases pour repousser les invasions de zombies. Sauf qu'entre les bases, il ne suffisait pas de combattre les monstres, il fallait aussi s'entretuer, piller les ressources, conquérir les territoires. Face à ce putain de virus zombie, je n'ai pas eu d'autre choix que de déployer de gigantesques filets en acier dans l'océan, pour empêcher le moindre poisson infecté de nager jusqu'à Welledao. Le ciel, lui aussi, a été recouvert d'un réseau électrique pour griller tout oiseau en vol, ce qui assombrissait un peu la lumière du soleil. Les jours de pluie, je me barricadais dans mon bunker souterrain. Ce n'est qu'après l'analyse des machines m'assurant que l'eau n'était pas toxique que j'osais pointer le nez dehors. Le réseau terrestre, lui, avait été détruit depuis bien longtemps. Les NPC ne pouvaient plus compter que sur les signaux radio pour se transmettre des nouvelles. Quant à moi, je n'avais pas besoin de ce genre de vieil équipement. Les milliers de satellites présents dans le ciel me permettaient de surveiller la Terre en temps réel. Comme je l'avais prévu, les oiseaux transportaient le virus. Et quand ce fléau s'est abattu sur les nations insulaires les plus fragiles, l'île entière s'est instantanément transformée en un véritable enfer sur Terre. Les pays s'effaçaient un à un de la carte de ce monde post-apocalyptique, laissant place à un désespoir total. Mon cœur, lui aussi, était très lourd. L'horreur de cette fin du monde était tellement suffocante. Je voulais rentrer chez moi à tout prix. Le nombre de joueurs baissait à vue d'œil. Cette fois, le compteur est descendu à 30 personnes. Et puis, un invité surprise a fini par débarquer sur Welledao. Un oiseau mutant. À peine a-t-il survolé l'espace maritime de Welledao qu'il s'est écrasé de plein fouet contre le filet électrique. La haute tension l'a instantanément réduit à l'état de charbon ardent. Mais une de ses plumes a réussi à passer à travers les mailles du filet. Elle a doucement glissé par une brèche. Mais avant même de toucher le sol, un chien robot a craché un jet de flamme, pulvérisant la plume en plein vol pour n'en laisser que descendre. Cet oiseau venait sûrement d'un autre pays insulaire du Pacifique. À partir de ce jour-là, tous les jours, des nuées d'oiseaux survolaient Welledao. Le filet électrique s'est vite retrouvé tapissé de cadavres d'oiseaux. Les robots tournaient à plein régime, patrouillant sur toute l'île pour incinérer ses restes à grands coups de lance-flammes et nettoyer les câbles. Si même Welledao en était à ce point, ça laissait imaginer à quel point la situation devait être infernale ailleurs. J'ai arrêté mes petites balades sur la plage et j'ai radicalement déménagé dans mon bunker souterrain. Aujourd'hui, c'est le nouvel an. Mais sur cette foutue planète, plus personne n'a la tête à faire la fête. Sauf moi. Il faut bien garder quelques traditions, non? J'ai collé des couplets du nouvel an dans le salon et j'ai accroché des nœuds chinois. Sur la table, j'ai préparé tous mes plats préférés, avec bien sûr, l'incontournable assiette de raviolis. Tout en savourant mon repas de réveillon, j'ai lancé la rediffusion du tout dernier gala télévisé, celui juste avant que l'apocalypse n'éclate. Peu importe l'époque. Quand tu as de l'argent, tu t'en sors toujours infiniment mieux que les gens ordinaires. Ça, c'est une vérité qui ne changera jamais. Je me suis rappelé de mon ancienne maison, de ma tendre mère, de mon père si fiable, et aussi de mes chers grands-parents, maternels et paternels. À chaque nouvel an chinois, on se réunissait tous en famille. Papa et maman préparaient un festin incroyable, puis on veillait tard pour fêter la nouvelle année.
je récoltais toujours une montagne d'enveloppes rouges. Et dire qu'aujourd'hui, je me retrouve totalement seul. Ça me déchire le cœur. Dans le monde réel, je suis mort. Qu'est-ce qu'ils doivent être tristes? Même si je mène la belle vie dans cet apocalypse, ça ne remplacera jamais la chaleur de mon propre foyer. Il faut absolument que je rentre. Je dois à tout prix être l'unique survivant. L'ultime vainqueur. J'ai pris une photo de moi en train de manger mon repas du réveillon. En fond, on voyait l'émission du Nouvel An, et moi, j'affichais un grand sourire festif sur la photo. La marmite sur la table dégageait une belle vapeur réconfortante. Ensuite, j'ai envoyé cette photo à Madame Zhou. La minute suivante, elle l'a balancée sur le canal mondial du jeu. J'imagine d'ici les autres joueurs péter un câble devant leur écran. Les commentaires enragés se sont mis à pleuvoir. Numéro 99, petit con. Je te conseille d'arrêter de te la péter. Je m'en foutais complètement, et j'ai répondu avec arrogance, eh ben, je vous attends, si vous arrivez à me trouver. J'ai allumé mon ordi pour checker les 30 profils de joueurs que j'avais rassemblés. Avant même le début de l'apocalypse, j'avais déjà des indices partout dans le monde. Ils ont pu localiser précisément les joueurs éparpillés aux 4 coins du globe, pour les observer de près sur la durée. Je connais par cœur les capacités et les failles de chacun. Quand l'apocalypse a frappé, mes mercenaires ont survécu grâce aux montagnes de provisions que j'avais stockées en avance. Ils continuent de bosser pour moi, et en échange, je débloque de nouvelles ressources pour eux. Comme on dit, avec du fric, on peut tout acheter. Et dans ce monde apocalyptique, la bouffe et l'équipement sont les meilleures monnaies d'échange. Pour l'instant, le monde est divisé en 3 grandes factions. La première, c'est l'armée, avec un énorme arsenal militaire. Leur base est une véritable forteresse. Et c'est Zoufuran qui en a pris la tête grâce au contrôle mental. La deuxième faction, c'est le camp des zombies. Un roi des zombies a d'ailleurs fait son apparition. Il a chopé tout un tas de pouvoirs bizarres d'une façon bien à lui. Et puis, il y a Shu Zanzen, toujours collée au basque du roi des zombies. Elle est devenue sa partenaire la plus intime. Le numéro 128, lui, a atterri dans le pays le plus dangereux et le plus chaotique du monde. Il a carrément utilisé ses pouvoirs pour mettre la mafia à ses pieds. Sous la direction du numéro 128, le gang s'est peu à peu renforcé en pillant les civils. Les 26 autres joueurs survivants se sont tous raccrochés à l'une de ces 3 grandes forces. Le numéro 128, il peut manipuler la gravité. C'est vraiment un super pouvoir redoutable. En combat singulier, il n'y a pas un seul joueur qui fasse le poids face à lui. Mais en réalité, la faction de la mafia reste la plus faible des 3. J'ai tapoté mon stylo contre la photo de profil du numéro 128. C'est par toi que je vais commencer. À l'heure actuelle, il reste encore 30 joueurs en vie. Là, la difficulté du jeu va monter d'un cran. On passe au 3e niveau, le continent glacial. Plus personne n'a de réserve de nourriture, et avec ce froid polaire qui s'annonce, tout le monde sur cette planète va crever. Et le système? Sois un peu humain. Je suis désolé, mais ce système n'a absolument rien d'humain. Shu Zanzen m'a envoyé un message en privé, Ling Yangxi. Le moment venu, seule la faction des hommes Bi survivra à tout ça, et je serai en vie, moi aussi. Tu regretteras toute ta vie de m'avoir jeté. Elle m'a envoyé une photo d'elle, en train de poser avec le roi des zombies. Sur le cliché, on voit que plus le roi des zombies gagne en puissance, plus il ressemble à un être humain normal. Dans ce cas, je vais vous envoyer en enfer, les amoureux. Le froid polaire a balayé la planète entière. Même moi qui me trouve sur une île tropicale, je suis touché. De toute façon, dans ce jeu de survie apocalyptique, la logique de la nature ne compte plus. Un blizzard d'une violence inouïe s'est abattu sur l'île du futur. Et c'est le réseau électrique aérien qui a trinqué en premier. La tempête de neige a écrasé le réseau, tandis que l'énergie éolienne et marémotrice ont aussi été ravagées. Heureusement, le réacteur nucléaire de secours du bunker souterrain tourne encore. Ce sont les gangs qui ont craqué en premier. Ils avaient déjà pillé presque toutes les ressources des civils, et les tensions internes ont explosé. Les affrontements n'ont pas arrêté, et les joueurs avec des super pouvoirs se sont fait éliminer les uns après les autres. Je suis passé par le canal mondial pour envoyer un message privé au numéro 128. Numéro 128, et si on faisait équipe? J'ai planqué sur ton territoire des tonnes de provisions. Si tu mets la main dessus, vous pourrez survivre. Le numéro 128 n'a pas mis longtemps à me répondre. Tu veux quoi en échange? Comment je peux te faire confiance? Je veux que tu t'occupes du roi des zombies. L'équipe de scientifiques que j'ai montée a mis au point un sérum spécial contre les zombies.
Il suffit de le vaporiser sur eux pour les neutraliser. Tu sais très bien que ma force de frappe est proche de 0. Après réflexion, sur les 30 joueurs avec des pouvoirs, tu es le plus fort. Il n'y a que toi qui puisses le faire. Nous, les humains, on craint ce froid polaire, mais pas les zombies. Plus on attend, plus leur camp aura l'avantage. Même si j'ai énormément de provisions, il y aura bien un jour où elles s'épuiseront. Et c'est le numéro 101, le bras droit du roi des zombies, qui finira par remporter la partie. Pour gagner la confiance du numéro 128, j'ai envoyé des mercenaires lui livrer une dose de notre sérum, ainsi qu'un bon stock de vivres. J'avais déjà secrètement transféré d'éminents scientifiques dans le bunker souterrain. Ils se sont donnés à fond dans leurs recherches, et leurs efforts ont fini par payer. Le sérum a enfin été finalisé. Il ne manquait plus que le feu vert du numéro 128. Le gang a testé le remède sur un zombie, et le monstre a très vite cessé d'être une menace. Le numéro 128 a été séduit par l'idée. S'il ne restait plus que lui et moi dans ce monde, il n'en ferait qu'une bouchée. À ses yeux, je suis le joueur le plus faible. Alors, s'allier avec moi était sans aucun doute la meilleure stratégie. Le numéro 128 a accepté sur le champ. Je lui ai simplement répondu. Ravi de faire affaire avec toi. J'avais déjà préparé une tonne de provisions et ce fameux remède. J'ai engagé des mercenaires pour larguer tout ça au point de rendez-vous. Dès que le numéro 128 a récupéré le matos, il a hurlé « Suivez-moi » et il est passé à l'action. Il a rassemblé tous les membres de son gang avec des super pouvoirs, et a lancé l'assaut final directement sur le repère du roi des zombies. Très vite, l'événement a été diffusé en direct sur le canal mondial du jeu. Les membres du gang étaient tous armés de pulvérisateurs. Ils ont aspergé ce liquide bleu clair sur la horde de zombies qui se ruait sur eux. Les monstres ont poussé des hurlements à glacer le sang. Leurs corps se sont mis à fondre à vue d'œil, pour finir en de vulgaires flaques de liquide dégageant une fumée blanche. Sur le canal public, quelqu'un s'est exclamé de surprise. Les messages ont afflué à une vitesse folle pour acclamer le numéro 128. Sur ce même canal public, les joueurs étaient complètement dingues de joie. C'était comme s'ils voyaient enfin la lumière au bout de cet enfer apocalyptique. Numéro 99, tu as vu ça? Attends que j'en finisse avec ces monstres, tu seras le prochain. Ta fortune et ton île, tout ça sera à moi. Adossé au canapé, j'ai pris une gorgée de café. En regardant l'écran, j'ai eu un léger sourire. Les idiots finissent toujours par mourir de leur propre arrogance. Sur le champ de bataille, le rapport de force penchait complètement d'un seul côté. Le numéro 128 et son gang fonçaient et balayaient tout sur leur passage. En un rien de temps, ils ont percé jusqu'à la zone centrale où se trouvait le roi des zombies. C'est à ce moment-là que le roi des zombies est apparu, accompagné de Shuzen. Le numéro 128 a poussé un rire narquois. Il a hurlé de rage, et le sol sous ses pieds s'est instantanément mis à trembler violemment. D'un seul coup, il a arraché de force un immense bloc de terre, et l'a projeté droit vers les têtes du roi des zombies et de Shuzen, pour les écraser violemment. Mais pile à ce moment critique, un imprévu a tout bouleversé. Le visage du numéro 128 est devenu blême d'un coup. Son corps, suspendu dans les airs, a vacillé, et il a bien failli s'écraser au sol. Ce gigantesque bloc de terre a soudain échappé à son contrôle et s'est effondré dans un fracas assourdissant. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mes pouvoirs. Mes pouvoirs disparaissent. Moi aussi. Mes flammes sont toutes petites. La panique s'est instantanément propagée parmi les membres du gang. Ils ont réalisé avec effroi une chose, tous ceux qui avaient touché à ce sérum bleu voyaient leur pouvoir décliner à toute vitesse. Ce truc n'était absolument pas un antidote contre les zombies. C'est un produit que j'ai fait fabriquer sur mesure par mes scientifiques. Il détruit la structure biologique des zombies, et il peut tout aussi bien désintégrer la séquence génétique spéciale à l'intérieur des mutants. Les zombies se dissolvent, et les mutants perdent leur capacité. Le roi des zombies a visiblement remarqué ce changement lui aussi. Il a poussé un hurlement à faire trembler la terre. La horde de zombies qui était jusque-là repoussée s'est de nouveau ruée sur eux avec une fureur aveugle. Le cours de la bataille s'est inversé en un instant. Numéro 99. Espèce d'enfoiré, tu m'as piégé. Vous voyez? Sans vos pouvoirs, en quoi êtes-vous différent des gens normaux? Ah, au fait, j'ai oublié de te dire. Cet antidote est extrêmement volatile. Il suffit de rester au centre du champ de bataille pour en subir les effets. À l'écran de diffusion, le gang du numéro 128 était en pleine déroute. Privés de leur pouvoir face à une horde infinie de zombies,
il n'était plus qu'un troupeau d'agneaux, qu'on mène à l'abattoir. Caché derrière le roi des zombies, Shuzanzen m'a envoyé un message, l'un. 11, merci pour ce beau cadeau. Dès qu'on aura réglé ça ici, on ira faire un tour sur ton île du futur. Je lui ai répondu, de rien. Le meilleur reste à venir. Juste au moment où le gang était sur le point de se faire complètement décimer, une autre faction a soudainement fait irruption sur le champ de bataille. Les nouveaux venus étaient menés par Zufu, reine. Cependant, ils ne se sont pas mis à attaquer les zombies. Au contraire, ils ont braqué leurs armes sur le numéro 128 et son bras droit. Numéro 128. Rendez vos armes et vous aurez la vie sauve. Les yeux injectés de sang, le numéro 128 a tenté d'activer à nouveau ses pouvoirs, mais il n'a réussi qu'à faire vaguement trembler un petit caillou près de son pied. Il avait perdu sur toute la ligne. Zufuran ne lui a laissé aucune chance de riposter, et a directement activé son pouvoir de contrôle mental. Après une rafale de tirs, sur le canal public, l'avatar du numéro 128 est passé au gris. Le nombre de joueurs en vie est tombé à 29. Zufuran a nettoyé la zone sans transpirer. Il a mis la main sur l'intégralité des forces restantes du gang, et sur leurs ressources. Sans s'attarder sur le champ de bataille, il a fait replier ses troupes en vitesse. Le roi des zombies a lui aussi subi de très lourdes pertes durant ce combat, et il n'a pas cherché à les poursuivre. Le monde entier a temporairement retrouvé un calme pesant. Peu de temps après, Zufuran m'a envoyé un message privé, faire d'une pierre deux coups. Un plan de génie. Non seulement tu t'es débarrassé du numéro 128, mais tu as aussi affaibli le roi des zombies, Li Yingxi. Tu es encore plus effrayante que je ne l'imaginais. Je lui ai répondu du tac au tac, et toi, tu ne t'es pas privé pour rafler la mise, hein. Zufuran a rétorqué, c'est bien pour ça qu'on ferait de parfaits alliés. Faisons équipe. On liquide le roi des zombies d'abord, et après, que le meilleur gagne. L'idée n'était pas mauvaise. Sauf que ton putain de contrôle mental ne m'inspire pas du tout confiance. Je te jure, que tant que le dernier ennemi ne sera pas à terre, je n'utiliserai jamais mon pouvoir sur toi. J'ai souri devant l'écran. Dans cet enfer apocalyptique, les promesses valent encore moins qu'un bout de papier. Ça marche. Mais tu vas devoir me prouver ta loyauté d'abord. Quelle preuve? Je lui ai répondu froidement, je veux la peau de Shuzanzen. Le pouvoir de Shuzanzen, cette capacité occulte à manipuler l'amour, est beaucoup trop malsain. Le fait qu'elle traîne avec le roi des zombies est une énorme bombe à retardement. Zufuran est resté muet un long moment. Entendu. D'ici 3 jours, tu verras son nom passer au gris. J'ai coupé la liaison avec Zufuran. Dans la foulée, j'ai affiché les caméras du système de défense de l'île du futur. La vague de froid extrême ne lâchait pas l'affaire. Les éoliennes et les centrales marémotrices de l'île étaient complètement mortes. Le réseau électrique aérien avait, lui aussi cédé sous le poids monstrueux de la glace et de la neige, le rendant totalement inutile. Par chance, la centrale nucléaire souterraine fournissait encore assez de jus. Mais notre bouclier de défense commençait à afficher des failles bien réelles. Nos petits jours tranquilles touchaient à leur fin. J'ai immédiatement ordonné à mes troupes robotiques d'intensifier les patrouilles sur Terre, en mer et dans les airs. En parallèle, j'ai activé un autre système de sécurité planqué dans les abysses. C'est un maillage de surveillance constitué d'une armée de micro-robots sous-marins. Désormais, rien de ce qui tentera de s'approcher par les zones échappera à mon radar. 2 jours se sont écoulés. Toujours aucun signe de vie de Zufuran. Contre toute attente, c'est Shuzanzen qui m'a contacté la première. En visio, elle portait une somptueuse robe de soirée, trônant sur un siège fait de crâne et d'ossements. Le roi des zombies, un genou à terre, baisait délicatement le bout de ses doigts, avec une dévotion absolue. L'un 11, tu vois ça? Pour moi, il fait absolument tout pour redevenir humain. L'empire des zombies tout entier sera ma dot. Zufuran croyait vraiment pouvoir me tuer? Quelle naïveté! Ces assassins sont devenus mes nouveaux enfants. Et tu m'appelles juste pour frimer? Non. Je t'offre une toute dernière chance. Soumets-toi, et tu seras mon bras droit, au-dessus de tous les autres. Sinon, quand mon armée réduira l'île du futur en cendres, tu crèveras dans d'atroces souffrances. J'ai coupé la vidéo directe. Cette folle est complètement noyée dans ses délires de reine du monde. Bon, avec la force la plus brutale de la planète pour la protéger. C'est sûr qu'elle a le droit de se la raconter. Mais elle a fait une énorme erreur de calcul. Il s'imaginait que ma plus grande force, c'était ma fortune et ma technologie. Mais il ignorait que ma véritable carte maîtresse, ça n'a jamais été ça. Le 3e jour, le message de Zufuran est enfin tombé. Le plan a foiré.
Shuzanzen est bien plus rusée qu'on ne le pensait, pas vrai? On dirait qu'elle sent le danger arriver à l'avance. Je fixais les écrans de surveillance, un sourire glacial aux lèvres. Sur l'écran, un minuscule point rouge fonçait à toute vitesse vers Welledao. C'était un mini sous-marin. Il filait à toute allure, traversant l'angle mort de mon système de défense. Et la personne aux commandes de ce sous-marin n'était autre que Zufurant. Quelle magnifique manœuvre de diversion. Il a fait semblant de s'allier à moi contre Shuzanzen pour détourner mon attention, alors qu'en réalité, il a fait le déplacement en personne pour me porter le coup de grâce. Il s'imaginait sans doute qu'il lui suffirait de me contrôler mentalement pour s'emparer de tout ce qui se trouve sur Welledao. Zufurant, tu as fini par te pointer, comme prévu. J'ai tapoté doucement sur le bureau et affiché le plan en 3 dimensions de Welledao. Le petit point rouge, qui représentait son sous-marin, se faufilait pile dans la faille de sécurité que j'avais laissée exprès pour lui. C'était un vieux conduit de câble sous-marin, abandonné depuis des lustres. Il s'y glissait sans faire le moindre bruit. Persuadé, sans doute, d'être passé totalement inaperçu, et d'avoir trouvé mon point faible. J'ai alors donné un ordre à voix haute, ouvre le sas numéro 7, et guide la cible à l'intérieur. Bien reçu, maître. Ma voix a résonné clairement dans son sous-marin via les haut-parleurs du sas. Bienvenue sur Welledao, joueur numéro 100. Toutes les lumières du sas se sont allumées d'un coup, éclairant cette petite étendue d'eau comme en plein jour. Le niveau de l'eau s'est mis à baisser à une vitesse folle. Et son sous-marin s'est retrouvé directement échoué sur le sol métallique complètement sec. En gros, il venait de se faire enfermer dans une boîte en fer hermétique. L'écoutille du sous-marin s'est ouverte, et Zufurant en est sorti. Son visage était livide, déformé par une rage folle. Il a levé les yeux vers les caméras de surveillance, omniprésentes autour de lui. En serrant les dents, Zufurant a craché, tu le savais depuis le début. Il savait très bien que j'étais en train de l'observer. Je t'ai préparé la plus belle des suites. Comment aurais-je pu ignorer l'heure d'arrivée de mon invité? Lui ai-je répondu avec un sourire moqueur. Mon hologramme est apparu juste devant lui. Je le toisais de toute ma hauteur. Tu crois vraiment que ça suffira à me retenir? Ses yeux se sont mis à briller d'un éclat étrange, et un champ de force mentale invisible s'est déployé d'un coup. Ne te fatigue pas. Pour rien. Ce sas est entièrement forgé dans un alliage spécial. Et les murs sont tapissés d'un revêtement anti-psy. Ici, ton pouvoir de mutant, c'est juste une vaste blague. Et si on discutait plutôt d'un nouveau partenariat? Ai-je ajouté. Je t'ai simplement invité à passer un séjour chez moi, c'est tout. Après tout, pourquoi rester dehors à la merci des éléments, quand on peut profiter du confort de Welledao? Regarde un peu les choses en face. Tes troupes se retrouvent sans chef. Et l'armée de zombies de Shuzanzen a cruellement besoin d'un défouloir. Shuzanzen ne laissera absolument pas passer une si belle occasion. Je vais t'aider à te débarrasser de Shuzanzen. Une fois que tu m'auras livré toutes les ressources de l'armée et les survivants, je t'enverrai dans l'autre monde. C'est plutôt honnête comme marché, tu ne trouves pas, Zou? Le visage de Zufurant a blêmi d'un coup. Il avait parfaitement compris où je voulais en venir. En capturant leur commandant en chef, son armée va forcément sombrer dans le chaos le plus total. Et ça, Shuzanzen ne laissera jamais passer une occasion pareille. Ai-je continué? Zufurant s'est mis à hurler. C'est là qu'une diffusion mondiale de Shuzanzen est soudainement apparue sur le canal public. À l'écran, elle trônait toujours sur son siège d'ossement, mais le zombie à ses côtés. Le roi des zombies, lui, avait complètement changé d'apparence. Les marques bleu nuit sur son corps avaient totalement disparu. Il avait achevé son évolution. Chers joueurs survivants, laissez-moi vous présenter mon amour, l'unique dieu de ce nouveau monde. Au fait, j'ai oublié de vous dire un petit détail. L'armée de Zufurant m'a déjà entièrement prêté allégeance. Le roi des zombies à ses côtés était d'une beauté divine. Seuls ses yeux rouges s'entrahissaient sa nature inhumaine. Sur le canal mondial, un silence de mort s'est abattu parmi les joueurs survivants. L'armée de Zufurant représentait la toute dernière ligne de défense massive de l'humanité face aux zombies. Et voilà que cette même ligne de défense venait de retourner sa veste. Shuzanzen s'imposait d'un coup dans ce jeu apocalyptique. Comme la joueuse la plus intouchable. Zufurant, dans sa cellule, qui faisait les 100 pas d'un air fou d'angoisse. Au moment même où il a vu ces images, il s'est figé sur place. Il s'est mis à hurler comme un forcené en fixant la caméra de surveillance. On dirait que ton emprise a perdu, face à son amour pour elle. Zufu. Ran s'est décomposé, le visage vidé de son sang. Il s'est effondré au sol, le regard perdu dans le vide. Ling Yaxi. Désormais,
Je détiens le pouvoir absolu de ce monde entre mes mains. Ton île, ta fortune, tout ça finira comme mes trophées de guerre. À genoux ou la mort. J'ai esquissé un sourire et j'ai coupé sa diffusion en direct. Dans la foulée, j'ai envoyé à Shuzanzen un message. Privé, ta dot est vraiment généreuse, ça me plaît beaucoup. Shuzanzen n'a pas tardé à me répondre, quel dommage, c'est trop tard. Je lui ai rétorqué, non. Ce que je veux dire, c'est que j'accepte cette dot avec plaisir. J'ai ajouté, et en guise de remerciement, je t'offre un feu d'artifice grandiose. Le message envoyé, j'ai aussitôt basculé sur une autre ligne. Où en sont les préparatifs du projet Aube? Patron, les 3 bâtons de Dieu ont verrouillé la zone cible. Prêt au largage immédiat. Ces fameux bâtons de Dieu, c'est le fruit d'investissements colossaux par la société spatiale que j'ai rachetée, pour concevoir une arme cinétique orbitale dévastatrice. Grâce à son énergie cinétique monstrueuse, elle peut causer des dégâts dignes d'une petite bombe nucléaire, mais sans la moindre pollution radioactive. Patron, les bâtons de Dieu sont parés au lancement. Aucune interception possible, aucun délai d'alerte. J'ai effleuré du doigt la carte du monde. L'endroit précis que je venais de viser, c'était là où se trouvait Shuzanzen et son armée de zombies. En plein sur leurs coordonnées. À cet instant précis, le ciel s'est embrasé. 3 faisceaux lumineux, bien plus aveuglants que le soleil, ont déchiré les nuages sombres pour s'abattre du ciel. Aucun son. Aucune onde de choc. C'était comme si le monde entier avait été mis sur silencieux. La grande estrade avait purement et simplement disparu. À la place, il ne restait qu'un immense cratère béant, figé dans du verre lisse. L'armée de zombies aux alentours s'est effondrée d'un seul coup, comme des pantins désarticulés. Sur le canal mondial. Après une longue minute d'un silence de mort, ça a complètement explosé. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un miracle? C'est le numéro 99. C'est forcément lui. Tous les joueurs survivants ont enfin compris, à cet instant précis, ce que signifiait vraiment une richesse infinie. Sur la liste des joueurs, le nom de Shuzanzen, ainsi que ceux des joueurs sous ses ordres, sont tous devenus grisés. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai poussé un long soupir de soulagement. Le monde était enfin en paix. Maintenant, il ne restait plus que ces quelques joueurs de la base militaire, contrôlés par Madame Zhu, et quelques loups solitaires, qui ne posaient aucun problème. J'ai regardé Madame Zhu, complètement abattue dans sa cellule, et j'ai appuyé sur le bouton de l'interphone. Le jeu est presque terminé. En tant qu'ancien camarade, je vais t'aider à partir. Lianxi. Si tu me tues, tu ne feras pas de vieux os non plus. Il ne reste que quelques-uns d'entre nous. Le système ne nous laissera jamais tranquilles. Tu n'as aucun pouvoir. Tu n'es qu'une cible sur pattes. J'ai laissé échapper un petit rire, et ma voix a résonné dans tous les haut-parleurs de la base. Tu as raison. Le jeu touche bien à sa fin. Alors, en souvenir du bon vieux temps passé sur les bancs de l'école, je vais t'offrir une sortie digne de ce nom. L'air est devenu brûlant et suffocant à une vitesse fulgurante. Son visage est passé de la stupéfaction à la terreur la plus totale. Lianxi, a-t-il hurlé en vain, Lianxi, espèce de grand malade. Laisse-moi sortir. Lianxi, espèce de taré. Fais-moi sortir de là. Je ne lui ai pas accordé un regard de plus et j'ai coupé la caméra de surveillance. Quelques minutes plus tard, sur le canal public du jeu, l'avatar numéro 100, représentant Zhufuran, est discrètement devenu gris. Le nombre de joueurs en vie est passé à 9. Le monde entier a plongé dans un silence absolu, du jamais vu. Les survivants étaient tous dans un état de paranoïa extrême. Ils savaient tous qu'un joueur, ne comptant que sur sa fortune et la technologie, avait massacré presque tous ceux qui possédaient des pouvoirs. Ce silence de mort a duré 3 jours entiers. Et juste au moment où tout le monde pensait pouvoir souffler un peu, la voix glaciale du système a de nouveau retenti. Félicitations aux 9 joueurs pour avoir atteint la phase finale. Le 3e niveau, le continent glacial, est maintenant terminé. Lancement du 4e niveau, la fournaise solaire. À peine le message terminé. Sur mes écrans de surveillance mondiale, la carte du monde a été envahie à une vitesse folle par un rouge écarlate, synonyme de températures extrêmes. La température à la surface explosait à vue d'œil. Les glaciers ont fondu en une fraction de seconde, avant de s'évaporer totalement dans la foulée. Les océans se sont mis à bouillonner avec une violence inouïe, soulevant des vagues titanesques qui s'écrasaient violemment contre des continents déjà ravagés. Les nuages ont été balayés du ciel, laissant un soleil meurtrier calciner la terre sans la moindre pitié. Mon repère, l'île Wele, n'a pas non plus été épargné. Le thermomètre extérieur a instantanément dépassé la barre des 100 degrés. Heureusement que mon bunker
Souterrain possède son propre système de survie et de régulation thermique. À l'intérieur, il fait toujours aussi bon qu'au printemps. Mais pour les autres survivants, la vie va être un véritable enfer. Ils ont eu un mal de chien à survivre à ce froid glacial. Comment on est censé s'en sortir? Dehors, c'est juste un enfer. Les avatars des joueurs deviennent gris à une vitesse folle, bien plus vite que dans n'importe quelle autre phase du jeu. En une seule journée, le nombre de survivants est passé de 9 à 4. Et c'est à ce moment-là qu'un numéro inconnu a commencé à apparaître sans arrêt sur le canal public. C'était le numéro 7. Sur mon système de surveillance mondiale, j'ai vu un spectacle absolument hallucinant. Au beau milieu des terres brûlées du continent européen, un mec avait fait surgir de nulle part un dôme de glace titanesque. Et sous ce dôme, se trouvait une petite oasis au climat parfait. Grâce à son pouvoir, il avait réussi à créer la vie, en plein milieu de cette fournaise solaire. Pas mal de PNJ survivants s'y traînaient, en embarquant toute leur famille vers cette cité de glace. Numéro 7 maniait les pouvoirs de glace. Très vite, les deux autres joueurs survivants sont allés trouver refuge chez lui. Une nouvelle faction était en train de s'élever à une vitesse vertigineuse. Je me suis calé dans mon siège, observant l'écran avec un grand intérêt. Mais juste au moment où je m'apprêtais à enquêter plus en profondeur sur ce numéro 7. C'est lui qui est venu me chercher. Numéro 99. Je sais que tu m'écoutes. Il faut qu'on parle. Boss 7. Pourquoi tu le cherches? Ce mec est un putain de monstre. Numéro 7 les a superbement ignorés. Il attendait juste ma réponse, en silence. Mes doigts ont tapoté l'écran pour ouvrir un canal de communication privé. Avec lui. De quoi tu veux parler? Son visage n'affichait pas la moindre surprise. Il s'est assis quelque part, et m'a répondu d'une voix ultra calme. Je veux qu'on fasse équipe. Je lui ai rétorqué. Faire équipe? Tout le monde sur le chat public veut ma peau. Pourquoi tu crois que je te ferai confiance? Numéro 7 a souri et m'a répondu cash, tout simplement parce qu'on est les deux seuls, en ce moment, à pouvoir contrôler notre destin. Sauf que toi, tu es coincé à l'intérieur. Avec cette chaleur infernale, ton armée de robots et tes armes high-tech ne servent plus à grand-chose. Et de mon côté, mes bases sont trop fragiles. Mes ressources sont limitées, et je ne pourrai jamais contrer tes frappes orbitales. Son analyse tenait vraiment la route. Il visait juste à chaque phrase. Je lui ai demandé. C'est quoi ton plan, alors? C'est très simple. On fait alliance. On élimine les deux derniers joueurs. Après ça, je gère les problèmes à l'extérieur de l'île pour toi, et en échange, tu me fournis des ressources et une protection. On pourra régner tous les deux sur ce monde en ruine. Jusqu'à la fin de la partie. Et ensuite, quand il ne restera plus que nous deux, on réglera ça dans un combat à mort. Numéro 7 a confirmé, exactement. Mais jusque-là, on est nos seuls et uniques alliés. Il ne reste presque plus personne dans ce monde. Pour rebâtir la civilisation, il faut de l'ordre. Plutôt que de laisser les survivants crever dans le chaos, autant que ce soit nous qui dictions les nouvelles règles. L'Inyaxi. Tu es quelqu'un d'intelligent. Tu dois bien te rendre compte que c'est de loin le choix le plus rentable pour nous deux. J'ai fixé l'écran, et cette cité de glace qui brillait de mille feux au milieu des terres calcinées. J'ai fini par lâcher, ta proposition est super intéressante. Numéro 7 a relancé, et ta réponse? Je lui ai répondu, j'accepte ton marché. Mais, c'est moi qui fixe les règles. Numéro 7 a dit. Bien sûr, les plus forts dictent les règles, c'est la seule vérité absolue dans cet apocalypse. Je lui ai dit, parfait. Ces deux joueurs qui se cachent sous ton aile, dis-leur de partir d'eux-mêmes. Notre alliance n'a pas besoin de boulets. Ça marche. Numéro 7 n'a pas hésité une seule seconde. Quelques minutes plus tard, j'ai vu sur les écrans de surveillance les deux autres joueurs, le visage déformé par la terreur et le refus, se faire expulser de la cité de cristal de glace, et leurs icônes sont devenues grises. J'ai alors rétabli la communication avec numéro 7. Je lui ai dit. Maintenant, il ne reste plus que nous et trois autres. Numéro 7 a demandé. Ils sont où? J'ai affiché la carte du monde, et pointé une montagne en Amérique du Sud. Avec un point rouge. J'ai repris. Je vais utiliser un satellite pour envoyer une impulsion électromagnétique à haute fréquence. Pour brouiller temporairement leur sens. Tout ce que tu as à faire, c'est d'agir avant qu'ils ne s'en rendent compte. Et d'utiliser tes pouvoirs pour condamner l'entrée de la mine. Numéro 7 a demandé. Tu veux les enterrer vivants? Je lui ai répondu. Le fourneau du soleil ardent finira le travail à notre place. C'est la méthode la plus rapide et la plus sûre. Numéro 7 est resté silencieux un instant,
comme s'il évaluait le plan. Puis il a demandé. Et le dernier joueur? J'ai zoomé sur la carte, à l'autre bout de l'océan Pacifique, et j'ai placé un marqueur sur une petite île isolée. Numéro 5. Un vrai loup solitaire. Son pouvoir, c'est la manipulation des plantes. Il s'est transformé en arbre sur une île déserte. Et il est entré en hibernation. On s'occupera de le réveiller une fois qu'on en aura fini avec numéro 23 et numéro 45. Je frappe quand? Je lui ai répondu. Maintenant. Ça marche. Sous ses pieds, un pont de glace cristalline s'est dressé, le transportant à toute vitesse vers l'entrée de la mine, à mi-chemin de la montagne. J'ai lancé la commande. Une impulsion invisible est descendue de l'espace, recouvrant la zone minière avec une précision chirurgicale. Au fin fond de la mine, alors qu'il gardait les yeux fermés. Pour se reposer, numéro 23 a brusquement ouvert les yeux. Un bourdonnement assourdissant a résonné dans ses oreilles. Son compagnon, numéro 45, a aussi senti que quelque chose clochait. Mais il était déjà trop tard. Gel total. D'énormes blocs de glace sont tombés du ciel, scellant l'entrée de la grotte en une fraction de seconde. Juste après, c'est la montagne tout entière qui a commencé à se retrouver recouverte de glace. La neige s'entassant couche après couche, jusqu'à former un gigantesque tombeau de glace. J'ai fixé l'écran en silence, attendant que les chiffres sur le canal public changent. Mais rien n'a bougé. Pas le moindre changement. Au lieu de ça, la voix glaciale du système a résonné dans la tête de chaque joueur, sans crier gare. Alerte système. Détection d'une alliance entre joueurs, affectant gravement l'équilibre du jeu. Alerte système. Activation immédiate d'un nouveau mode. L'heure de la traque. Mon cœur a raté un battement. Alerte système. Joueur numéro 99, joueur numéro 7. L'un de vous sera désigné au hasard comme la proie, et l'autre comme le chasseur. Alerte système. Le chasseur doit éliminer la proie dans un délai de 24 heures. En cas de succès, il pourra s'emparer d'un atout ou d'une capacité majeure de la proie. Alerte système. Si la proie parvient à survivre pendant 24 heures, elle pourra, à l'inverse, s'emparer d'un atout ou d'une capacité majeure du chasseur. Alerte système. Les autres joueurs deviendront des spectateurs. Ils ne pourront ni interférer avec la partie, ni être attaqués. Putain de système de merde. Il ne veut absolument pas nous voir coopérer. Tout ce qu'il veut, c'est nous voir nous entretuer. Le canal de communication privé entre numéro 7 et moi a été forcé de s'ouvrir. Sur l'écran, le visage de numéro 7 a, pour la toute première fois, perdu son calme légendaire. Il fronçait les sourcils, visiblement déstabilisé par ce revirement soudain. Notification du système. Début du marquage. Une immense roulette est apparue sous nos yeux. Il n'y avait que deux nombres dessus, 99 et 7. L'aiguille s'est mise à tourner à toute vitesse. J'avais le cœur au bord des lèvres. Si je suis le chasseur, je n'ai absolument aucune chance de gagner. Aucune de mes armes ne pourrait verrouiller et abattre aussi vite un mutant de haut niveau capable de manipuler la glace à sa guise. Mais, si je suis la proie. L'aiguille a commencé à ralentir. Finalement, elle s'est arrêtée en tremblant sur l'un des nombres. Notification du système. Changement de rôle terminé. Notification du système. Proie. Numéro 99. Je suis la proie. Notification du système. Chasseur. Numéro 7. L'air a semblé se figer d'un coup. J'ai fixé le numéro 7 de l'autre côté de l'écran. Il me regardait aussi, ou plutôt, il fixait la caméra de surveillance. De mon côté. Son regard avait changé. Ce n'était plus celui d'un allié, c'était un mélange de pitié, de cupidité, et d'une intention de tuer glaciale. S'emparer d'eux. Mes actifs principaux, ma fortune infinie, mon réseau, satellite, et mon île du futur. Tout ça, c'est une tentation mortelle pour lui. Numéro 7 a parlé lentement, avec une voix étrangement magnétique. Numéro 7 a dit. Lianxi. On dirait que notre collaboration va devoir changer de forme. Le pont de glace sous ses pieds a commencé à s'étendre en direction de l'océan. Il arrive. J'ai pris une grande inspiration pour me forcer à garder mon calme. Je me suis adossé à mon siège et j'ai articulé chaque mot dans le communicateur. J'ai dit. Mon île n'est pas si facile d'accès. Puis j'ai ajouté. Viens donc trouver la mort. J'ai coupé la communication et j'ai tout de suite activé la directive de défense maximale de l'île du futur. Lancement du protocole labyrinthe. Protocole labyrinthe activé. Tous les robots de combat passent en état d'alerte maximum. Les sous-marins nucléaires
Préparez-vous à verrouiller toute cible biologique approchant par la surface. Et par les fonds marins. Sortez le cadavre de Zoufurant de l'incinérateur. Et pendez-le sur les quais. Une voix mécanique et glaciale a aussitôt répondu. Directive confirmée. Directive confirmée. Je vais montrer au numéro 7 ce qu'il attend s'il pose le pied sur cette île. À la surface de l'océan, numéro 7, marchant sur la glace, se rapprochait de l'île du futur à une vitesse effarante. Partout où il passait, l'eau bouillonnante gelait sur place, formant une large route de glace, s'élançant du continent sud-américain jusqu'au centre du Pacifique. C'était aussi spectaculaire qu'un miracle divin. Les deux joueurs pris au piège dans le tombeau de glace étaient maintenant complètement oubliés. Tous les regards du monde entier étaient braqués sur cette chasse orchestrée par le système. J'ai ouvert le chat public mondial. C'était complètement en ébullition. Numéro 5 à envoyer. Bordel. Le système ose nous faire un coup pareil? C'est de la folie. Numéro 23 à envoyer. Vas-y numéro 7, bute ce putain de numéro 99. Numéro 45 à envoyer. Tue-le, et on pourra enfin sortir d'ici. Bataille de glace en mer, le duel sous le soleil. Alors comme ça, ces types ne sont toujours pas morts. Une simple couche de glace leur a sauvé la mise pour l'instant. Mais ils ne sont plus que des bêtes en cage dans cette partie de chasse. Incapables de faire quoi que ce soit, à part hurler dans tous les sens. Je les ai royalement ignorés. Les yeux rivés sur les écrans de surveillance, j'ai repéré une piste de glace, qui n'arrêtait pas de s'étendre vers l'avant. Dans ma tête, je calculais mentalement sa vitesse et sa trajectoire. La vitesse de ce type est bien plus impressionnante que ce que j'avais imaginé. Tout au plus. En 3 heures maximum, il atteindra le périmètre de défense de l'île du futur. J'ai levé la main pour activer le sonar. Le réseau était planqué au fond de l'océan depuis un bon moment déjà. Très vite, une série de données est apparue. Au rapport, maître. Nous avons détecté que la cible a déployé une énorme quantité de microstalactites sous la couche de glace. Il est en train de tester nos défenses sous-marines. Ce numéro 7 n'est pas du genre à foncer tête baissée. Il n'est pas seulement redoutable. Il est aussi extrêmement prudent. Il n'a pas été assez stupide pour attaquer de front. Au contraire, il avance pas à pas, méthodiquement, en testant constamment nos failles. Je n'ai pas pu m'empêcher de lâcher un rire narquois. Activation du plan B. Servons-lui une petite mise en bouche. Sous la zone des récifs artificiels qui entourent l'île du futur, j'avais déjà dissimulé des dizaines de bombes à impulsion électromagnétique, camouflées en rochers. Elles étaient maintenant toutes armées. Au moment où la piste de glace du numéro 7 a atteint ce secteur, les microstalactites cachés sous la glace sont entrés en plein contact avec les récifs. Explosion. J'ai levé la main et appuyé de toutes mes forces sur le détonateur. Aucun fracas assourdissant. Juste des ondes d'énergie invisibles qui se sont propagées violemment dans les profondeurs. La piste de glace sous les pieds du numéro 7, en plein milieu, s'est instantanément désintégrée en poussière. Le sol s'est dérobé sous lui, et il a chuté droit vers l'océan. Mais au fond, je savais très bien qu'une attaque aussi basique ne lui ferait pas une égratignure. Une nouvelle plaque de glace s'est formée sous ses pieds, et il s'est réceptionné avec une agilité parfaite. Il s'est figé. Il a levé la tête, et c'était comme si, malgré les milliers de kilomètres qui nous séparaient, il me regardait droit dans les yeux. Il a dû piger le message, c'était juste un avertissement de ma part. Sur le canal mondial, les spectateurs se sont mis à hurler de surprise. Numéro 23, qu'est-ce qui se passe? Sa route de glace s'est brisée. Numéro 5, c'est la contre-attaque du numéro 99. Intéressant. Vraiment très intéressant. Le numéro 7 n'a plus osé foncer dans le tas. Il est resté planté là, au-dessus de l'eau. Il a plongé ses 2 mains directement dans l'océan. En un éclair, une créature titanesque a lentement émergé des flots, juste devant lui. C'était une baleine géante, entièrement sculptée d'eau de mer et de cristaux de glace. Ce monstre marin était encore plus massif que le plus gros paquebot de ma flotte. Elle a poussé un rugissement à vous percer les tympans, déclenchant un véritable raz-de-marée. Le numéro 7 se tenait là, perché sur la tête de la baleine, tel un souverain maîtrisant le dieu des mers. C'était une provocation pure et simple. Le visage impassible, je fixais l'écran. Sous-marin nucléaire, à mon commandement. Verrouillez la cible sur ce monstre de glace. Armez les torpilles. Prêt à tirer. Ordre de tir confirmé. Sous la surface, le sous-marin nucléaire, planqué dans l'ombre comme un putain de fantôme,
a ouvert grand ses soutes. Plusieurs torpilles ont instantanément jailli du submersible, fendant l'eau bouillonnante en laissant de longues traînées blanches dans leur sillage, fonçant droit sur cette immense baleine de cristal de glace. Sur l'écran public mondial, les messages des spectateurs défilaient à toute vitesse. Numéro 23, il a vraiment un sous-marin nucléaire, ce grand malade. Numéro 5, utiliser des armes modernes contre des super-pouvoirs. Ça promet d'être un sacré spectacle. Numéro 7, debout sur la tête de la baleine géante, a semblé remarquer que quelque chose clochait sous l'eau. La baleine géante sous ses pieds a immédiatement poussé un rugissement, son corps massif plongeant brusquement vers les profondeurs pour tenter d'esquiver l'attaque. Malheureusement, il était trop tard. La torpille filait bien plus vite qu'il ne le pensait. Il n'y a pas eu d'éclair cataclysmique, juste une série d'explosions étouffées remontant des fonds marins. Cette gigantesque baleine de cristal de glace s'est mise à se crisper de l'intérieur. D'innombrables fissures ont instantanément parcouru tout son corps. La seconde suivante, elle a explosé dans un fracas assourdissant, se pulvérisant en des centaines de millions d'éclats de glace, et en un nuage de vapeur d'eau qui a envahi le ciel. La violente explosion a créé un gigantesque tourbillon dans la mer. Tout ce qui se trouvait autour a été englouti. La silhouette de numéro 7 a disparu en un clin d'œil dans cette épaisse vapeur blanche. Je n'ai pas baissé ma garde une seule seconde. Le système sonar continue de traquer le signal vital de la cible. Rapport, maître. Le signal de la cible a disparu. Non, il vient de réapparaître. Position, 30 degrés nord-est, distance, 500 mètres. La vapeur s'est lentement dissipée. La silhouette de numéro 7 est réapparue à la surface de la mer. Sous ses pieds, il se tenait sur un petit morceau de glace, flottante. Il était un peu pâle, mais il n'avait pas la moindre égratignure. Il fixait intensément la direction de l'île du futur. Pour la toute première fois, une expression de profonde gravité est apparue sur son visage. En forçant l'ouverture du canal de communication, il a fini par m'adresser la parole. Les armes conventionnelles ne me font absolument rien. Ah bon? Alors, pourquoi tu t'es arrêté? J'ai immédiatement mobilisé un satellite et zoomé au maximum sur lui. J'ai vu très clairement que la main qu'il venait de plonger dans l'eau tremblait légèrement. Contrôler un cristal de glace aussi énorme et encaisser de plein fouet l'impact de la torpille. Ça a dû lui pomper une quantité folle d'énergie. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. On dirait bien que ton soi-disant pouvoir divin n'est pas illimité, hein. Numéro 7 n'a rien répondu. Il a retiré sa main en silence. Il a arrêté d'essayer de forcer le passage en force brute et a carrément changé de tactique. Il a levé les deux mains à plat, paume tournée vers la surface de l'eau. Autour de lui, sur un rayon de plusieurs kilomètres, la mer a commencé, à une vitesse visible à l'œil nu, à geler à toute vitesse. L'eau de mer bouillante et brûlante s'est mise à grésiller. Très vite, plus un seul mouvement. En un clin d'œil, tout s'est transformé en bloc de glace. La couche de glace devenait de plus en plus épaisse et continuait de s'étendre. Il essayait carrément de transformer cette mer en un véritable continent de glace massif. Numéro 23, qu'est-ce qu'il fabrique? Il veut geler l'océan pour venir à pied. Numéro 45. C'est un grand malade. Créer un glacier en plein milieu d'une fournaise. J'ai compris le plan de numéro 7 en une fraction de seconde. Son but n'était pas du tout de geler la mer pour traverser à pied. Il voulait carrément modifier le microclimat de toute cette zone. Une couche de glace aussi vaste allait absorber une tonne de chaleur et faire chuter la température de l'eau. Ça allait aussi créer un brouillard maritime très épais. Et avec un brouillard pareil, pour me bloquer la vue, mon système de surveillance optique ne servirait plus à rien. À ce moment-là, il pourra s'en servir de couverture pour se faufiler sur l'île sans faire de bruit. Activation du réseau de micro-ondes sous-marin. Cible verrouillée sur la couche de glace. En pleine formation droit devant. Autour de l'île du futur, les appareils dissimulés sous forme de récifs au fond de l'océan s'activent tous en un instant. Des radiations à micro-ondes invisibles commencent à chauffer violemment la base de la couche de glace. C'est vrai que numéro 7 crée des glaciers à une vitesse fulgurante. Mais ma vitesse de fonte est bien supérieure à la sienne. La glace à peine formée s'affine et fond à toute vitesse par le bas, redevenant en un clin d'œil une mer d'eau bouillante. Cet affrontement ultime entre la glace et le feu a donné naissance à un spectacle absolument grandiose. À la surface de l'océan. D'un côté, un désert glacial figé à perte de vue. De l'autre, un océan en ébullition soulevant des vagues de chaleur monstrueuses. Le visage de numéro 7 se décompose à vue d'œil. Ce bras de fer reposant uniquement sur l'énergie pure l'épuise beaucoup trop vite. Et moi pendant ce temps?
Il me suffit de bouger un doigt et d'appuyer sur quelques boutons. C'est tout. Mon énergie provient des 5 centrales nucléaires souterraines, ce qui me rend pratiquement inépuisable. Numéro 7. A visiblement fini par piger ça lui aussi. Il a stoppé cette production de glace, qui ne rimait strictement à rien. Dans le canal de communication, j'entends sa respiration lourde et haletante. T'es juste bon à te terrer dans ta carapace comme un rat, sans oser te montrer. J'ai pas besoin de me salir les mains en personne pour m'occuper d'un gars comme toi, monsieur le chasseur. Et ton temps est presque écoulé. Il ne te reste plus que 20 heures. Je cherche justement à le pousser à bout, pour qu'il perde tout son sang-froid. Une bête enragée est toujours plus facile à abattre qu'un chasseur méthodique. Et BIM, numéro 7, est carrément tombé dans le panneau. Rendu fou de rage, il a arrêté d'essayer de me battre à l'usure, et a de nouveau levé la main. Sauf que cette fois, sa cible n'est plus la surface de l'océan, mais le ciel juste au-dessus. Le soleil de plomb brûle la terre sans aucune pitié, et le pouvoir de numéro 7 parvient carrément à manipuler les fines vapeurs d'eau en haute altitude. Sous son contrôle, toutes ces particules d'eau se condensent à une vitesse folle là-haut, pour finir par former un miroir de glace gigantesque et transparent comme du cristal. Ce miroir de glace ressemble à un véritable satellite en orbite dans le ciel, qui est en train d'ajuster lentement son angle. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Sur le chat public mondial de l'arène solo, numéro 5 a aussi remarqué que ça sentait mauvais. Numéro 5. Qu'est-ce qu'il fabrique? Pourquoi est-ce qu'il crée un miroir en plein ciel? Numéro 23. Attendez, regardez cet angle. Il est en train de concentrer la lumière du soleil. C'est exactement ça, il concentre la lumière du soleil. Il veut se servir du soleil pour contre-attaquer. Ce gigantesque miroir de glace s'est transformé en une lentille convexe parfaite. Il a rassemblé les rayons du soleil sur des dizaines de milliers de kilomètres carrés pour en faire un rayon destructeur. Et la cible de ce rayon de la mort, c'est carrément l'antenne satellite principale qui relie ma forteresse souterraine à la surface. Ce sont mes yeux, le noyau central qui contrôle mon réseau satellitaire mondial. Une fois détruit, je deviendrai complètement aveugle et sourd. Activez les défenses d'urgence. Braquez toutes les armes laser sur ce miroir de glace en haute altitude et ouvrez le feu, immédiatement. Les tourelles laser camouflées en arbres et en rochers sur l'île se sont toutes soulevées. Des dizaines de faisceaux laser à haute énergie ont fendu le ciel. Mais numéro 7 était préparé. La surface du miroir de glace s'est instantanément recouverte d'une armure encore plus épaisse. En même temps, il s'est mis à tourner à une vitesse folle. Les lasers le frappaient, mais ne faisaient qu'y creuser de petits CRA. Terre, impossible de le détruire complètement. Et pendant ce temps, ce rayon destructeur s'était totalement formé. Tel une épée du jugement divin venue des cieux, il a plongé droit sur mon réseau d'antennes pour l'empaler. Bougez le réseau d'antennes. Rétractez tout sous terre, vite. Trop tard, maître. La densité d'énergie du rayon est bien trop élevée. Nos boucliers thermiques ne tiendront même pas 3 secondes. Fixant le rayon de lumière qui s'abattait à une vitesse folle sur l'écran, je me suis dit pour la première fois que ça devenait un peu compliqué. Boum. Un flash blanc aveuglant a balayé la pièce, et tous les écrans de la salle de contrôle sont devenus blancs comme neige en une fraction de seconde. L'image de surveillance principale s'est instantanément coupée. Des alarmes stridentes ont aussitôt retenti dans tout le bunker souterrain. Rapport, maître. L'antenne du satellite principal a été totalement détruite. Notre connexion avec le réseau satellitaire mondial est coupée. Je venais de perdre mes yeux pour de bon. Sur le canal public mondial, ce fut l'explosion de joie. Numéro 23, magnifique. Il l'a rendu complètement aveugle d'un coup. Numéro 45, le boss numéro 7 assure un max. On va voir s'il fait encore le malin maintenant. La voix de numéro 7 a résonné sur le canal de communication, teintée de l'arrogance d'un type sûr de sa victoire. Et voilà, on est enfin sur un pied d'égalité, espèce d'aveugle. Je me suis adossé à mon fauteuil en soufflant un long coup. Je dois l'admettre, c'était un coup de maître. Il n'a pas seulement détruit mon antenne, mais aussi mon avantage psychologique, moi qui tire les ficelles depuis le début. J'ai levé la main et coupé le vacarme strident de l'alarme. Le système de communication de secours est en ligne. Rapport, maître. Le réseau de fibre optique sous-marine est activé. Nous tentons de nous connecter à nos serveurs de secours en Han. S et en Pyongyang. Combien de temps pour la connexion? Il faudra compter 6 heures. 6 heures. Dans cette traque impitoyable, c'est amplement suffisant pour sceller notre sort. J'ai fixé l'écran principal devenu noir d'encre, et un calme absolu m'a envahi.
Numéro 7. Tu croyais vraiment qu'en me crevant les yeux, je serais à ta merci? Numéro 7. Au moins, tu ne pourras plus me regarder de haut comme un dieu intouchable. Il s'était déjà mis en mouvement. Sans mes satellites, j'ignorais totalement par où il allait attaquer. Il était comme une menace tapie. Dans l'ombre, un fan. Tom prêt à me porter le coup de grâce à tout moment. Lancez la phase finale du protocole labyrinthe. Pendez le cadavre de Madame Zhu au quai numéro 1. À vos ordres, maître. Toutes les lumières sur le littoral de l'île du futur se sont éteintes d'un coup, plongeant l'île entière dans un silence de mort. Seul le quai numéro 1 restait éclairé par un unique projecteur blafard et lugubre. Sous cette lumière, la dépouille carbonisée de Madame Zhu, purifiée par la chaleur extrême, était pendue en hauteur, se balançant doucement au gré du vent. C'est un véritable épouvantail, un épouvantail débordant de malice et d'avertissement. Je parie que le numéro 7 est quelqu'un de malin, et surtout, doté d'une immense fierté. Il ne s'abaisserait jamais à une vulgaire attaque furtive. Il viendra forcément de front, avec panache, en passant par la grande porte que je lui ai préparée. Parce qu'il ne cherche pas seulement la victoire, ce qu'il veut, c'est une conquête totale. Le temps s'écoule, seconde après seconde. Dans le bunker souterrain, l'atmosphère est lourde, étouffante au possible. J'ai activé toutes les caméras de surveillance de l'île. Les chiens robots et les droïdes de combat se tiennent comme des statues silencieuses, éparpillées, dans chaque couloir et chaque recoin de l'île. Ce bunker souterrain est une forteresse imprenable. Et pourtant, pour la première fois, je ne suis plus tout à fait sûr de moi. Soudain, un léger bruit suspect résonne. Du côté du quai numéro 2. J'ai aussitôt basculé sur la caméra. L'écran est noir, mais la vision thermique a quand même capté une forme en déplacement rapide. Il a osé faire diversion. Ce qui s'est passé au quai numéro 1. Ces cadavres n'étaient qu'une immense supercherie. Son véritable point de débarquement, c'est le quai numéro 2. Toutes les unités de combat, ralliez immédiatement le quai numéro 2. Activez le réseau électrique, verrouillez toutes les issues du quai. J'ai vraiment sous-estimé sa méfiance. Il n'a jamais eu l'intention d'entrer dans mon bunker. Il se tient au beau milieu du quai numéro 2, les mains plaquées au sol. Un froid glacial et mordant se propage à une vitesse folle. Ce n'est pas une attaque ordinaire. Il est en train de geler les fondations de l'île entière. Il veut fracturer toute l'île du futur en la congelant par la racine. Ce grand malade. Activez le système de défense géothermique. Les tuyaux de chauffage enfouis sous l'île se mettent en marche instantanément. Une vapeur brûlante jaillit des fissures pour tenter de repousser l'invasion du gel. Mais la puissance du numéro 7 est bien supérieure à ce que j'avais prévu. Le sol commence à trembler violemment. Et de gigantesques failles se propagent à la surface comme une traînée de poudre. Mon bunker émet pour la toute première fois des craquements sinistres. Si ça continue comme ça, pas besoin d'attendre qu'il entre, c'est l'île entière qui va s'effondrer. Je ne peux pas rester là à subir. J'ai ouvert un canal de communication qui prenait la poussière depuis très longtemps. Lancez le projet Eden. Confirmation de lancement. Patron, on attend ce jour depuis une éternité. À l'autre bout de la ligne résonne la voix d'un vieil homme, tremblante d'excitation. C'est le chef des brillants scientifiques que j'ai secrètement planqué dans l'abri souterrain. Les sérums sont prêts? Tout est opérationnel, monsieur. Dès que la cible posera le pied dans l'Éden, on lui garantit un aller simple pour le paradis. Je fixe l'écran. Ce type a l'air d'un dieu démoniaque, prêt à congeler toute l'île de ses propres mains. J'ai pris une grande inspiration, et j'ai dit, numéro 7. Ça fait un moment que tu joues, tu dois être fatigué, non? Je t'ai préparé un beau cadeau. T'as les tripes de venir le chercher? J'ai envoyé une carte directement sur son canal forcé. Sur cette carte, il n'y a qu'un seul endroit d'indiquer, le centre exact de l'île du futur. C'est là que se trouve la structure que j'ai bâtie pour faire diversion. La serre en verre la plus luxueuse jamais construite en surface. Je lui ai donné un nom. Elle s'appelle Eden. Numéro 7 a cessé de détruire l'île. Il est resté suspendu, flottant en plein vol, entouré d'une brume glaciale. On aurait dit une statue vivante et silencieuse. Sur le chat mondial, les quelques spectateurs étaient encore plus tendus que moi. Il s'est arrêté. Qu'est-ce que numéro 99 lui a envoyé? Numéro 5, une carte. Il a marqué un endroit appelé Eden. Numéro 5. Ce nom ne présage rien de bon. Numéro 45, c'est un piège, c'est sûr. Boss 7, n'y va pas. Numéro 7 savait très bien que c'était un piège, évidemment. Nous sommes tous les deux des chasseurs, capables de flairer la même odeur chez l'autre. Mais, il n'avait absolument pas le choix.
Le temps jouait totalement contre lui. Sur 7. Chaque minute de perdu réduisait ses chances de victoire. À travers le canal de communication, sa voix grave a résonné. J'accepte ton invitation. La couche de glace sous ses pieds a fondu d'un coup. Il s'est métamorphosé en une véritable traînée de lumière blanche, et a foncé vers le point indiqué sur ma carte. Sans la moindre hésitation, j'ai tout de suite basculé sur les caméras de sécurité de l'île. Il prenait exactement le chemin que je lui avais préparé, l'itinéraire le plus direct. Le long du trajet, les robots de combat et les tourelles automatiques s'étaient tous repliés sous terre. L'île tout entière semblait lui ouvrir grand ses portes. Sur le chat mondial, numéro 5 a balancé une rafale de points D. Exclamation. Numéro 5, mais qu'est-ce qu'il fabrique? Un duel? Numéro 99 n'est qu'un humain normal. Il est complètement fou. Je ne suis pas fou. J'ai simplement réservé l'accueil le plus prestigieux à mon invité de marque. Peu de temps après, la silhouette de numéro 7 est apparue devant l'entrée de la serre en verre. Eden. À l'extérieur, c'était la fournaise infernale d'un soleil de plomb, qui carbonisait tout sur son passage. Pourtant, cet immense bâtiment en verre ressemblait à un mirage irréel. À l'intérieur, la serre débordait de verdure. Des plantes exotiques et des fleurs étranges étaient en pleine floraison. Il y avait même des papillons qui voletaient d'une fleur à l'autre. Ça tranchait complètement avec les paysages carbonisés et en ruine de l'extérieur. Numéro 7 se tenait sur le seuil. Il n'est pas entré tout de suite. Il scrutait attentivement le moindre mouvement aux alentours. Ses pouvoirs surpuissants lui permettaient de détecter la plus infime variation de température. Il sentait très clairement qu'il n'y avait aucun piège dans Eden. Pas d'armes. Aucune embuscade. Rien d'autre qu'une température constante. Un air humide, et le parfum délicat de la vie. Et c'est bien là le piège le plus redoutable. L'Inyaxi, montre-toi. Sa voix résonnait sans fin devant la serre immense. Je ne lui ai pas répondu. Il a patienté un instant devant la porte, avant de finalement faire un pas à l'intérieur. Et pile au moment où il a franchi le seuil de la serre, la porte en verre s'est refermée dans son dos, dans un silence de mort. Il était désormais enfermé dans la plus belle cage du monde. Les douces lumières de la serre se sont allumées d'un seul coup. Une infinité de fines gouttelettes ont été vaporisées de tous les côtés, venant délicatement hydrater les pétales fragiles, rendant tout l'espace digne d'un véritable rêve. Seth prit une profonde inspiration. Son visage afficha un bref instant de soulagement. Dehors, l'utilisation intensive de ses pouvoirs pour contrer la canicule l'avait complètement épuisé. Cet environnement lui procurait un sentiment de bien-être sans précédent. Il relâcha totalement sa garde. C'est à ce moment-là que je lui ai glissé mes premiers mots sur le canal de communication. Bienvenue dans mon jardin, PT. Son corps se figea brusquement. Il essaya de faire appel à ses pouvoirs, mais ne trouva qu'un vide immense en lui. Cette force glaciale, innée, aussi naturelle que la respiration, avait disparu. Il baissa les yeux vers ses mains, et pour la toute première fois, son visage afficha une expression de terreur. Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Je t'avais pourtant prévenu que je te réservais un beau cadeau. Ça te plaît? Cette brume n'a rien d'une eau ordinaire. C'est un inhibiteur neurologique, spécialement concocté pour lui par mon équipe de scientifiques. Ce produit est incolore et inodore. Une simple respiration ou un contact cutané suffit pour anéantir instantanément les gènes mutants de son corps. Ça ne lui provoque aucune douleur. Bien au contraire, ça donne une illusion de détente et d'euphorie absolue, comme le réconfort des bras d'une mère. Ce prétendu paradis n'est en fait que l'enfer. Seth voulut riposter, mais son corps refusait tout simplement de lui obéir. Il tituba en arrière, s'adossa lourdement contre une plante gigantesque, et se mit à haleter. Plus il cherchait son souffle, plus il inhalait l'inhibiteur, et plus son corps l'abandonnait. Sur le canal public mondial, les spectateurs qui suivaient à travers la caméra de Seth furent témoins de cette scène hallucinante. 23. Qu'est-ce qui se passe? Le boss est tombé. 5. Ses pouvoirs ont disparu. J'ai alors pris tout mon temps pour répondre sur le canal public, rien n'est impossible. Admirez un peu comment la technologie moderne arrive à massacrer des dieux. Étalé par terre, il fixait ses plantes d'une beauté irréelle qui l'entourait, le regard bouillonnant de rage. Tu as gagné. Mais le jeu n'était pas fini, c'était l'heure de la deuxième phase. Mon hologramme apparut lentement devant lui. Je le regardais de haut, avec condescendance, comme on admire un parfait trophée de chasse. PT se mit soudain à sourire.
Un sourire sans la moindre trace de désespoir, qui traduisait au contraire un soulagement teinté de folie pure. Ling Yangxi, tu crois vraiment avoir gagné? En puisant dans ses toutes dernières forces, il plaqua sa main contre la plante gigantesque à côté de lui. Sauf que ce n'était pas du tout une plante. C'était le conduit de refroidissement de ma centrale nucléaire souterraine que j'avais camouflé. Mon cœur rata un battement. C'est vrai que je ne peux plus générer de froid. Mais je peux absorber la chaleur. Il n'essayait pas du tout de détruire ma centrale, il était en train d'inverser son pouvoir. Il s'est transformé en un véritable trou noir, un trou noir qui n'absorbe que la chaleur. À l'extérieur, la fournaise du soleil ardent, cette chaleur infinie capable de faire fondre l'acier, avait enfin trouvé un exutoire. Cette quantité folle, le de chaleur commença à s'engouffrer sans fin à travers le corps de Seth, droit dans les conduits de refroidissement. Les hurlements stridents des sirènes d'alarme retentirent instantanément dans toute la forteresse souterraine. Alerte! La température du réacteur nucléaire numéro 1 augmente anormalement. Alerte! Surcharge du système de refroidissement. La pression grimpe à une vitesse folle. Le cœur du réacteur atteindra le point critique dans 30 secondes. À l'écran, les chiffres indiquant la température du réacteur s'emballent à une vitesse terrifiante. Numéro 7 éclate d'un rire dément. Il veut utiliser sa propre vie pour déclencher une bombe capable de pulvériser l'île tout entière. Il veut m'emporter avec lui dans la mort. Sur le canal mondial, tout le monde pétait les plombs. Numéro 23. La centrale nucléaire va sauter. Numéro 5, fuis. On n'a aucune issue. Numéro 45. On va tous crever ici ensemble. Je fixe désespérément les chiffres rouges qui défilent frénétiquement à l'écran. Le rire psychopathe de numéro 7, transmis par la communication forcée, me vrille les tympans. Il ne pouvait pas me battre. Alors il a choisi de renverser carrément l'échelle. Qui est? Mes mains volent sur le panneau de contrôle, j'essaie de couper l'alimentation de force. Et même de déclencher le protocole d'urgence. Pour noyer tout le réacteur au fond de la fosse des Mariannes. Mais c'est trop tard. La vitesse de propagation de la chaleur dépasse de loin le temps d'exécution de n'importe quelle commande mécanique. 3, 2. Et juste au moment où les chiffres allaient atteindre 0, le monde entier s'est soudainement figé. Le hurlement strident de l'alarme s'est tu net. Les chiffres faux à l'écran se sont bloqués sur la dernière seconde. Sur le visage de numéro 7, ce sourire dément de kamikaze s'est figé, formant une image grotesque. Une voix glaciale, dénuée de toute émotion, celle du système, a résonné dans mon bunker souterrain. Et en même temps, dans l'esprit de tous les joueurs survivants, avertissement. Détection d'un sabotage malveillant de la partie par un joueur. Un acte kamikaze viole la règle de l'unique survivant. Le joueur numéro 7 est en infraction. À peine le système avait-il fini de parler que le corps de numéro 7 a tremblé violemment. Cette chaleur terrifiante qu'il avait frénétiquement absorbée dans son corps. C'était comme si une énorme main invisible l'avait brutalement arraché de lui, se transformant en un flux rouge vif qui a été ravalé tout entier dans les tuyaux de refroidissement. La température du réacteur a chuté encore plus vite qu'elle n'était montée, redevenant normale en une fraction de seconde. Numéro 7 s'est effondré par terre, le corps secoué de violentes convulsions, le visage livide. Mais il n'était pas mort. Le système ne semblait pas disposé à le laisser s'en tirer si facilement. Le revenant numéro 7 sera déchu de son statut de joueur. Il servira de spécimen pour avertir tous les autres. Un rayon de lumière grise est tombé du ciel, engloutissant totalement numéro 7. Dans cette lumière, son corps s'est lentement transformé en une statue grisâtre. Son visage gardait cette ultime expression de frustration et de terreur. Sur le chamon dial, l'icône de numéro 7 n'est pas devenue grise. Elle a pris une étrange teinte bleue signifiant qu'il était hors lit. GNE, suivi d'une mention qui faisait froid dans le dos. Spécimen. Il était devenu la toute première pièce de collection de ce jeu sanglant. Mode de track. Arrêt d'urgence suite à une infraction de la cible. Dans la serre en verre, les plantes brûlées par la chaleur torride ont instantanément repris vie. Exactement comme si de rien n'était. Seules 7 statues humanoïdes, se tenant là, en silence, au milieu des fleurs, me rappelaient tout ce qui venait de se passer. Je me suis adossé à mon siège en poussant un long soupir de soulagement. Pour la toute première fois, j'ai réalisé que ce système de jeu était notre pire ennemi. Ce n'est pas du tout un simple arbitre. C'est un dictateur absolu. Le chat mondial, après une bonne minute d'un silence de mort, a littéralement explosé. Le numéro 23 s'est mis à hurler, un spécimen. Il l'a transformé en spécimen. Le système a vraiment frappé. Le numéro 5 a ajouté. C'est bien pire que de le tuer sur le coup. Ils avaient enfin compris le message.
Peu importe la puissance des joueurs, face au système, nos pouvoirs ne sont que de simples jouets qu'il peut nous arracher à tout moment. Et moi, j'ai compris autre chose. Ce que veut le système, c'est juste jouer avec nous. Il ne laissera personne mettre fin à la partie avant l'heure. À ce jeu de massacre. C'est à ce moment-là que la voix du système a de nouveau retenti, 4 joueurs restants. Progression du jeu beaucoup trop lente. Activation du protocole final, l'arène de duel. Tout refus de téléportation sera considéré comme une infraction fatale. Mes pupilles se sont violemment rétractées. Une arène de duel? Il veut tous nous jeter dans la même foutue cage. Mon plus grand atout, la défense absolue de l'île du futur, allait devenir complètement inutile. Sur le chat mondial, la réaction des 3 autres joueurs restants est passée de la peur pure et simple du système à une sorte d'extase complètement malsaine. Le numéro 23 jubilait, l'arène de duel. On va tous être téléportés au même endroit. Le numéro 45 a enchaîné, la carapace de tortue du numéro 99 ne lui servira plus à rien. Le numéro 5 a ajouté, 24 heures. C'est le compte à rebours final. Numéro 99, prépare-toi à mourir. Il n'avait plus besoin de se creuser la tête pour trouver comment percer les défenses de mon île. Le système venait de me jeter hors de ma forteresse, sur un plateau d'argent. En regardant ces 3 pauvres clowns s'exciter sur mon écran, je n'ai pas daigné répondre. J'ai simplement changé de caméra de surveillance pour observer le jardin d'Éden. Et cette statue incroyablement réaliste du numéro 7. Et là, j'ai souri. 24 heures. Pour eux, c'est leur tout dernier sursis. Mais pour moi, c'est amplement suffisant. J'ai ouvert la console avec les droits d'accès maximaux, et j'ai contacté mon équipe de scientifiques. Le projet Arche peut démarrer. Puisqu'on doit se rendre dans cette foutue arène, autant emmener les bons jouets avec nous. À l'autre bout de la ligne, la voix de mon scientifique en chef a résonné, contenant difficilement son excitation. Patron, tous les jouets sont calibrés et prêts à l'emploi. Je vous garantis que ces derniers joueurs vont goûter à ce qu'est le véritable désespoir. J'ai coupé la communication. Et j'ai affiché un tout nouveau plan. C'était une armure exosquelette profilée, recouvrant l'intégralité du corps. Son noyau énergétique est directement relié à l'une de mes petites centrales nucléaires de secours. Lancez la fabrication. Utilisez les matériaux haut de gamme de nos réserves. Et je veux voir le produit fini. Dans moins de 24 heures. Une voix mécanique et glaciale m'a répondu, ordre confirmé. Armure du châtiment divin. Début de la fabrication. J'ai regardé les innombrables machines s'activer sur mon écran. Le bras robotique s'est mis à tourner à toute vitesse, envoyant des blocs d'un alliage spécial au reflet métallique. Directement dans la matrice d'impression 3D. La façon de faire la guerre va radicalement changer. Puisque je ne peux plus être le roi bien à l'abri dans sa forteresse. Alors je vais descendre moi-même dans l'arène, pour y incarner l'unique dieu de la mort. Pendant le temps qu'il me restait, je n'ai pas pris une seule seconde de repos. J'ai sorti absolument toutes les données sur les numéros 23, 45 et 5. Le numéro 23, son pouvoir, c'est la détection et l'attaque par ondes sonores. Son point faible, les interférences électromagnétiques à haute fréquence. Le numéro 15, son pouvoir, c'est la pétrification. Sa défense physique est incroyable, mais il craint les chocs thermiques extrêmes, les passages brusques du chaud au froid. Le numéro 5 manipule les plantes. Il est quasi invincible là où il y a de la végétation. Mais éloigne-le de la terre, et ses pouvoirs chutent drastiquement. J'ai commencé à charger différents modules d'armement, spécialement conçus pour exploiter chacune de leurs faiblesses. Des mini-grenades à impulsion électromagnétique, un pistolet à rayon à choc thermique, et un défoliant ultra puissant à haute concentration. Je me suis même gardé une petite surprise de taille. Une capacité que j'ai fait synthétiser par mes scientifiques. Elle permet de puiser instantanément dans ma force vitale, pour pousser mes capacités physiques à leur paroxysme pendant un court instant. Je l'ai baptisé l'embrasement ultime. Je n'ai pas vraiment envie de l'utiliser, mais dans l'arène, il n'y a aucune règle. Il n'y a que la vie ou la mort. Je dois être prêt à tout. Le temps s'est écoulé, seconde après seconde. Et quand le compte à rebours est entré dans sa toute dernière heure, une armure entièrement noire, parcourue aux articulations par des veines d'énergie rouge sombre. L'armure du châtiment céleste se tenait là, immobile, juste devant moi. J'ai tendu la main et j'ai effleuré sa coque métallique glaciale. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus seulement ce protecteur planqué derrière un écran. Je suis l'Apocalypse incarné. J'ai fait un pas pour entrer dans l'armure. La structure mécanique s'est refermée. Toute seule, dans un cliquetis métallique à glacer le sang. Puis, un éclair blanc m'a ébloui. J'ai eu l'impression que mon corps était englouti par une force irrésistible.
Cette sensation d'apesanteur a duré moins d'une seconde. Quand j'ai retrouvé la terre ferme, j'étais dans un endroit totalement inconnu. C'était une gigantesque structure de forme circulaire, tout en pierre. Ces ruines délabrées, ces morceaux de colonnes brisées, tout rappelait sa splendeur passée. On aurait dit, le Colisée de la Rome antique. Le système nous a vraiment téléportés ici. La chaleur étouffante de ce soleil de plomb continuait de calciner sauvagement la terre. Pourtant, à l'intérieur de l'arène, il semblait y avoir une sorte de force invisible qui maintenait la température dans une limite supportable. Juste en face de moi, 3 silhouettes sont apparues presque en même temps. Le numéro 23 et le numéro 45 se tenaient côte à côte. Ils me fixaient avec méfiance. Le numéro 5, lui, était de l'autre côté. Dans les fissures de la pierre sous ses pieds, des lianes vertes avaient déjà commencé à jaillir. Ils ont tous remarqué l'armure noire ultra menaçante que je portais. La peau du numéro 45 s'est rapidement pétrifiée. D'une voix sourde, il a commencé à me provoquer. Numéro 99. T'as perdu ta carapace de tortue, et t'oses quand même pointer le bout de ton nez. Tu te crois invincible avec ta foutue boîte de conserve. Je l'ai royalement ignoré. Sous ma visière, mon regard. L'écran rétinien a verrouillé les signaux vitaux de ces trois-là. Analyse en cours. Terminée. Cible verrouillée. Système d'armement débloqué. La voix glaciale du système a résonné en boucle au-dessus de l'arène. Phase finale du combat à mort. Démarrage. Règle unique, survivre jusqu'à la fin. À l'instant même où la voix du système s'est tue. Numéro 5 a lancé l'offensive. Les lianes sous ses pieds, tels des pitons géants en pleine folie furieuse, ont fondu sur moi de toutes parts. Le sol s'est fissuré d'un coup. D'innombrables ronces acérées ont jailli de terre, formant un piège mortel pour m'engloutir tout entier. Numéro 23 et numéro 45 ne sont pas restés les bras croisés non plus. Numéro 45 a poussé un rugissement de rage, avant de se transformer en un golem de pierre de plusieurs tonnes, avançant d'un pas lourd pour me charger. Numéro 23, lui, a déployé une onde de choc invisible qui a explosé autour de lui. L'air a été violemment déchiré, émettant une détonation stridente. C'était une attaque infrasonore capable de pulvériser l'acier. Ces trois-là, ils avaient décidé de s'allier dès la première seconde. Ils voulaient combiner leurs attaques ultimes en une fraction de seconde, pour me broyer en 1000 morceaux avec ma boîte de conserve. L'écran public mondial s'était vidé des autres joueurs. Ce combat n'avait plus aucun spectateur. Plus que nous quatre, et ce système hautain. Face à cet assaut foudroyant, de leur part, je suis resté cloué sur place. Juste avant que les lianes ne m'atteignent, j'ai levé mon bras gauche. Un éclat, et un anneau d'impulsion électromagnétique bleu, visible à l'œil nu, a soudain explosé autour de moi. L'onde infrasonore de numéro 23, à l'instant même où elle a touché, l'anneau d'impulsion, a été totalement neutralisé, et dissipé. Lui-même a poussé un hurlement atroce, s'effondrant à genoux, se tenant la tête. Le sang coulait de tous ses orifices. Son cerveau venait d'être réduit en bouillie par la surcharge de l'onde électromagnétique. Joueur numéro 23, éliminé. Quant à ces lianes enragées, au simple contact de l'impulsion, elles ont été vidées de toute leur eau. Elles se sont desséchées, noircies, avant de tomber en cendres. Le visage de numéro 5 s'est décomposé. Il a tenté de contrôler les plantes au loin, mais a réalisé que son pouvoir était bloqué par quelque chose. L'impulsion électromagnétique brouillait aussi ses signaux bioélectriques. Il ne restait plus que numéro 45. Sous sa forme de golem de pierre, sa défense physique était hallucinante. L'impulsion ne lui a presque rien fait. Son poing gigantesque, chargé d'une force titanesque, allait s'écraser droit sur moi. Je pouvais même sentir la violence du souffle de son poing. J'ai lentement levé mon bras droit. Je n'ai pas cherché à parer. J'ai simplement ouvert la main. Au creux de ma paume, l'énergie d'un micro-réacteur s'est instantanément activée. Un faisceau à fréquence variable, concentré à l'extrême, mêlant une chaleur ultra haute et un froid ultra bas, jaillit sans un bruit. Le rayon frappa en plein le géant de pierre, droit sur son thorax. Aucune explosion, juste un léger sifflement sec. Le corps de roche de numéro 45, jusqu'alors indestructible, commença, depuis la zone d'impact, à se couvrir de fissures en forme de toile d'araignée. D'un côté, une chaleur extrême à plus de 3000 degrés. De l'autre, un froid glacial frôlant le zéro absolu. Ces deux forces diamétralement opposées entrèrent dans une violente collision à l'intérieur de son corps. Le principe physique de choc thermique déploya, à cet instant précis, sa force de destruction la plus terrifiante.
Numéro 45 n'eut que le temps de pousser un hurlement de désespoir. La seconde suivante, son énorme corps de pierre explosa avec fracas, se pulvérisant dans les airs en une pluie de gravats. Joueur numéro 45 est mort. Du début à la fin de l'affrontement, il s'était écoulé moins de 10 secondes. L'arène entière fut alors plongée dans un silence de mort. Il ne restait plus que moi et numéro 5, au loin. Les lianes qui venaient tout juste de jaillir sous ses pieds se rétractèrent toutes sous terre, comme terrifiées. Il me fixait, le visage déformé par une peur impossible à dissimuler. T'es un monstre? J'avançais vers lui, pas à pas. L'armure châtiment céleste émettait un lourd cliquetis métallique à chaque pas, telle la marche de la faucheuse. Il ne reste plus que nous deux, maintenant. Ma voix résonna à travers le haut-parleur, glacial, dénué de la moindre émotion. Les jambes de numéro 5 flanchèrent. Il faillit tomber directement à genoux. Dès que cette impulsion bleue était apparue, sa plus grande fierté, sa maîtrise des plantes, s'était avérée aussi fragile qu'une simple feuille de papier. Et même ce corps de roche de numéro 45, pourtant réputé indestructible, n'avait pas réussi à me faire reculer d'un seul millimètre. Ne t'approche pas. Je me rends. J'abandonne. Les règles prévoient une option d'abandon. Sa voix tremblait pitoyablement, laissant transparaître un désespoir total. Je stoppais net mon avancée. Sur l'écran de mon casque, son rythme cardiaque s'affichait et s'emballait follement. Les règles, la seule règle, c'est d'être le dernier en vie. Et ce ne sont jamais les joueurs qui dictent les règles. À travers le haut-parleur, ma voix résonna en écho dans l'arène vide. Je levai le bras droit. Le noyau énergétique au creux de ma paume s'illumina de nouveau. Numéro 5 ferma fort les yeux, attendant que la mort ne vienne le frapper. Mais à cet instant précis, la voix mécanique et glaciale du système résonna à nouveau dans tout l'espace. Attention. Déséquilibre du combat détecté. Niveau de divertissement jugé grandement insuffisant. Lancement du protocole de correction d'urgence. Le système va procéder au rééquilibrage de la puissance. La lueur sur mon bras droit fut violemment neutralisée par une force invisible, qui l'étouffa net. Le système d'armement de l'armure du châtiment céleste que je portais fut verrouillé de force. Mon mouvement se figea sur le champ. Numéro 5 rouvrit les yeux, le visage totalement hébété. Le joueur numéro 99 compte excessivement sur un équipement externe, nuisant gravement à la diversité du jeu. Le joueur numéro 5 n'a pas pu exprimer la pleine mesure de ses capacités. Afin de garantir l'équité et le spectacle de cet ultime duel. Réinitialisation de l'environnement de combat en cours. À peine l'annonce terminée, toute l'arène antique, digne du Colisée, se mit à trembler avec une violence inouïe. Sous nos pieds, ces dalles de pierre dure comme du roc se ramollirent brusquement, comme du chocolat fondu. En un clin d'œil, le sol se métamorphosa en une épaisse terre fertile. Sur cette terre noire et fertile, les gradins en ruine tout autour ont été instantanément broyés en miettes par la croissance folle de lianes géantes. En un d'œil, le décor a été remplacé par des arbres gigantesques s'élevant droit vers les nuages. Au-dessus de leur tête, tout en haut de la voûte céleste, le soleil implacable était totalement masqué par une canopée incroyablement dense. Seules quelques taches de lumière parvenaient à filtrer. L'air est devenu d'un coup moité, gorgé de l'odeur de la terre sauvage et des plantes. En l'espace d'une dizaine de secondes à peine, l'arène de combat écrasée de chaleur s'était métamorphosée en une jungle primitive sans la moindre lueur du jour. Et dans cette jungle, le numéro 5 était le roi incontesté. En sentant l'immense force vitale remonter de la terre sous ses pieds, la peur sur son visage a disparu sans laisser la moindre trace, remplacée instantanément par une confiance en lui presque fanatique. D'innombrables particules de lumière verte se sont élevées de la terre, avant de s'engouffrer d'un seul coup à l'intérieur de son corps. Ses blessures se sont mises à cicatriser à vue d'œil, tandis que toute son aura explosait littéralement de puissance. Le numéro 5 a alors éclaté d'un rire démentiel, un rire vibrant de l'euphorie sauvage de celui qui vient de tromper la mort.